Lors de sa fête d'anniversaire, son mari millionnaire l'a giflé, mais son rire glacial et un cadeau choquant ont brisé sa fierté à l'instant même. Bonjour, ma belle famille. Que le Tout-Puissant vous couvre d'océans de miséricorde, éclairant votre chemin du premier baiser du soleil, enveloppant vos nuits dans le velours de la paix, et remplissant vos cœurs d'un amour si pur qu'il en ébranle les cieux. Que chaque fardeau se transforme en couronne de force, chaque larme en rivière de joie, et que sa main puissante vous garde à chaque pas. Amen. Si vous êtes ici avec moi maintenant, commentez « Présent ». Si vous ressentez le feu de notre lien indestructible, commentez « Je suis avec Monsieur Peter ». À ma famille bien-aimée, votre loyauté est le battement de mon cœur, et à ceux qui sont ici pour la toute première fois, bienvenue dans un lieu où les histoires ne sont pas simplement racontées, elles sont ressenties. Mais s'il vous plaît, regardez l'histoire complète, car lorsque vous passez des moments, cela blesse mon cœur, nuit à la réputation de notre chaîne et rend mon travail invisible. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car chaque j'aime, chaque commentaire, est une étincelle qui maintient la lumière de ce grand défi brillant à travers le monde. Le rire qui allait tout terminer commença comme un frémissement dans la poitrine d'Esha Dean Pratt, remontant dans sa gorge tel un oiseau s'échappant d'une cage dont elle ignorait l'existence jusqu'à cet instant précis, l'instant où la paume de son mari rencontra son visage devant tous ceux qui prétendaient compter dans leur monde scintillant et creux. Le manoir Pratt brillait d'une perfection calculée ce soir de janvier, chaque surface reflétant la lueur chaude d'un millier de guirlandes lumineuses accrochées pour le 28e anniversaire d'Esha. Les flûtes de champagne en cristal captaient la lumière comme des promesses, et l'air bourdonnait de ce genre d'élégance contenue qui coûtait plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Esha se tenait au centre de la pièce, portant la robe en soie ivoire qu'Aidan avait sélectionnée pour elle, non pas choisie, mais sélectionnée, comme on sélectionnerait un papier peint ou une babiole décorative. Elle avait passé 3 heures cet après-midi-là à se faire lisser les cheveux par un professionnel, le peigne chaud effaçant ses boucles naturelles avec la même efficacité que 5 années de mariage avaient effacé d'autres parties d'elle-même. La maquilleuse avait reçu des instructions de l'assistant d'Aidan, et non d'Esha, pour garder les choses classiques et sobres, rien de trop audacieux, rien de trop ethnique, rien qui ressemble trop à elle-même. « Tu es parfaite », avait dit Aidan plus tôt, ajustant son collier de diamants avec la précision mécanique de quelqu'un arrangeant une vitrine. Il n'avait pas regardé ses yeux en le disant, il le faisait rarement désormais, trop occupé à scruter son téléphone pour les mises à jour du marché ou à vérifier son reflet dans des surfaces qui renvoyaient l'image du succès qu'il avait cultivé. Le genre d'homme qui possédait des choses, y compris la belle femme noire à son bras qui avait appris à sourire juste comme il faut, à parler juste assez, à exister juste ce qu'il fallait. La fête tourbillonnait autour d'eux dans un chaos soigneusement chorégraphié. Il y avait Gabriel, le frère cadet d'Aidan, soignant son 3e scotch près du piano dont personne ne jouait plus. Esha en jouait autrefois, avant qu'Aidan ne mentionne que c'était un peu trop quand elle se perdait dans la musique. Il y avait Naomi Rivers, la meilleure amie d'Esha de l'école d'art, la seule personne dans la pièce dont le sourire atteignait les yeux lorsqu'elle regardait Esha, la seule qui se souvenait de l'époque où les peintures d'Esha explosaient de couleurs au lieu de pendre dans un entrepôt, couvertes de draps comme des cadavres. Et là, arrivant avec un retard à la mode dans une robe rouge qui coûtait plus cher que l'espoir, se tenait Sophia Winters. L'ex-fiancée d'Aidan se déplaçait à travers la fête comme du sang dans l'eau, sa présence changeant la composition chimique de tout ce qu'elle touchait. Elle avait été invitée, bien sûr, Aidan insistait pour maintenir des relations professionnelles, et la famille de Sophia possédait le 2e plus grand réseau de distribution technologique de la côte est. Mais tout le monde connaissait la vraie raison de sa venue à ces rassemblements, rappeler à Esha qu'elle était la remplaçante, jamais le premier choix. Joyeux anniversaire, Esha, ronronna Sophia, mimant un baiser aérien avec la précision d'une attaque de serpent. 28 ans, n'est-ce pas? Je me souviens quand Aidan et moi étions aussi jeunes. Nous avions tant de rêves à l'époque. Ses yeux glissèrent vers Aidan, qui était plongé dans une conversation avec des investisseurs potentiels, sa main reposant distraitement sur le bas du dos d'Esha comme si elle était un meuble contre lequel il s'appuyait. Esha ressentit cette sensation familière de rétrécissement, comme toujours en présence de Sophia, mais ce soir-là, quelque chose d'autre remuait en dessous. Peut-être était-ce le vin. Elle avait bu 3 verres, plus que ce qu'Aidan approuvait habituellement. Peut-être était-ce l'enveloppe cachée dans sa pochette, celle qui était arrivée ce matin-là de la résidence d'art de Marseille. Peut-être était-ce simplement que 28 ans semblait être une durée suffisante pour avoir disparu. Nous devrions porter un toast, annonça Sophia, sa voix tranchant les conversations comme un scalpel, à notre reine de la soirée. La pièce se tourna vers elle, une mère de visage qui connaissait le nom d'Esha mais pas son histoire,
qui avait mangé à sa table mais n'avait jamais demandé quelles étaient ces taches de peinture qu'elle cachait autrefois sous ses ongles. Et Aidan se matérialisa à ses côtés, sa main se resserrant sur sa taille, un avertissement déguisé en affection. Avant de porter un toast, s'entendit dire Aisha, sa voix étrange et lointaine à ses propres oreilles, « J'ai une annonce à faire. » La pièce se tut. Les doigts d'Aidan s'enfoncèrent plus fort dans son flanc, elle pouvait sentir sa tension irradier comme la chaleur d'une fièvre, mais elle continua, sortant l'enveloppe de sa pochette avec des doigts qui ne tremblaient plus. Plus maintenant. J'ai été acceptée à la résidence d'art de Marseille à Paris, dit-elle, les mots tombant dans le silence comme des pierres dans une eau calme. C'est un programme de 6 mois pour les artistes émergents. Je pars le mois prochain. Le silence s'étira, tendu comme une respiration retenue. Elle sentit Aidan se rigidifier à ses côtés, vit les lèvres de Sophia se courber en un sourire assez tranchant pour faire couler le sang. « Tu as postulé sans en discuter avec moi ?» La voix d'Aidan était basse, contrôlée, mais Aisha connaissait ce ton. C'était la voix qu'il utilisait avant les réunions d'acquisition, avant de détruire des concurrents, avant que tout ne s'effondre. « J'ai postulé il y a 2 ans, répondit Aisha, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Avant que tu ne me dises que l'art n'était qu'un passe-temps, avant que tu ne convertisses mon atelier en ta salle de sport, avant que je n'arrête d'être Aisha pour devenir Madame Pratt. » Quelqu'un haleta. Les verres de champagne restèrent suspendus en l'air comme des points d'interrogation. Sophia rit, le son tintant à travers la tension comme du verre brisé. « Tu ne peux pas contrôler ta femme, Aidan, dit Sophia, sa voix portant la cruauté particulière de quelqu'un qui sait exactement où planter le couteau. Comme c'est peu ton genre. L'Aidan que je connaissais ne laissait jamais rien lui glisser entre les doigts. C'est là qu'Aisha le vit, le moment où Aidan cessa d'être son mari pour devenir l'homme que son père avait été, l'homme que son grand-père avait été, le genre d'homme qui possédait des choses et les brisait quand elles ne fonctionnaient pas comme prévu. Son visage devint rouge, puis blanc, puis rouge à nouveau. Sa main quitta sa taille, s'éleva dans les airs et rencontra sa joue avec un son qui ferait écho dans cette pièce bien après la fin de la fête. La gifle n'était pas forte. Aidan était bien des choses, mais la violence physique n'en avait jamais fait partie. C'était le caractère public de l'acte, la désinvolture de possession du geste, la façon dont il l'avait fait presque distraitement, comme on corrige un appareil défectueux, qui rendait la chose dévastatrice. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Aisha sentit la brûlure sur sa joue, vit l'horreur poindre sur certains visages, la satisfaction sur d'autres, la façon dont le sourire de Sophia s'élargissait comme une plaie. Elle vit Naomi s'élancer, vit Gabriel lâcher son verre, vit son propre reflet dans le miroir à travers la pièce, une femme qu'elle ne reconnaissait pas, quelqu'un qui avait été giflé à sa propre fête d'anniversaire par un homme qui avait juré de l'aimer. Et puis, de quelque part au plus profond d'elle-même, de l'endroit où elle avait enterré la jeune fille qui peignait des levers de soleil, dansait sous les averses et riait de tout son corps, quelque chose se libéra. Le rire commença doucement, presque inaudible, puis grandit comme une symphonie trouvant son rythme. Ce n'était ni amer ni hystérique, c'était le rire de la reconnaissance, de la clarté, d'une femme comprenant enfin la chute d'une blague qu'elle vivait depuis 5 ans. Il remplit la pièce, chaud, riche et absolument, dévastatrice libre. « Merci, dit-elle à Aidan, dont la main pendait encore en l'air comme s'il avait oublié qu'elle lui appartenait. Merci de m'avoir enfin montré la vérité. » Elle regarda autour de la pièce, ces gens qui l'avaient regardé se diminuer plat après plat, dîner après dîner, comme un divertissement. « Tu viens de me libérer de la prétention que ce mariage fonctionne, continua-t-elle, sa voix portant une autorité qu'elle avait oublié posséder. Tu vois, je mourais si lentement, si silencieusement, que j'avais oublié que j'étais censée être vivante. Mais ceci, elle toucha sa joue, souriant toujours, ceci est si honnête, si public, si parfaitement, indéniablement clair. Elle s'éloigna d'Aidan, qui semblait figé, son visage traversant les émotions comme une télévision en panne. La foule s'écarta alors qu'elle se dirigeait vers la porte, son rire résonnant encore dans le cristal, l'argenterie et toutes les belles choses vides qui avaient constitué sa vie. « Où vas-tu » réussit finalement à dire Aidan, sa voix se brisant comme celle d'un adolescent. Aisha se retourna dans l'embrasure de la porte, et à ce moment-là, avec sa joue rougissante et ses yeux brillants comme des étoiles, elle était la chose la plus belle de cette pièce remplie de belles choses. Mais c'était une beauté qui n'appartenait qu'à elle, impossible à posséder, à exposer ou à diminuer. « Je vais me souvenir de qui j'étais avant d'oublier, dit-elle. Je vais peindre avec toutes les couleurs que tu m'as appris à cacher. Je vais rire de tout mon corps au lieu de faire ce petit son poli que tu approuvais.
Je vais être si magnifiquement moi-même que ce moment, cette gifle, cette fête, sembleront être un petit prix à payer pour ma liberté. Elle regarda alors directement Sophia, dont le sourire avait vacillé. Et toi? Tu peux l'avoir. Considère cela comme mon cadeau d'anniversaire à moi-même, laissez partir les choses qui n'ont jamais été vraiment à moi. La dernière chose qu'elle dit, debout dans l'embrasure du manoir qu'elle avait appelé maison mais qui ne l'avait jamais été, fut adressée à la pièce mais destinée à elle-même. Ce rire que vous venez d'entendre? C'était le son des Chadines revenant à la vie. Souvenez-vous-en, car vous n'entendrez plus jamais rien d'aussi beau dans cette maison. Et puis elle fut partie, ne laissant derrière elle que l'écho de son rire et une pièce remplie de gens qui passeraient le reste de leur vie à essayer d'oublier la nuit où ils avaient vu une femme se ressusciter par la joie au lieu des larmes, par le rire au lieu de la honte, avec une liberté si complète qu'elle rendait leur propre cage visible. Et Aidan se tenait au centre de sa fête parfaite, ses mains picotant encore de la gifle, ses oreilles résonnant encore de son rire, sachant avec une certitude absolue qu'il venait de commettre la pire erreur de sa vie. Et quelque part au loin, s'éloignant à chaque seconde qui passait, et Chadine marchait dans la nuit, son rire porté par le vent comme la promesse de tout ce qu'elle était sur le point de devenir. Chapitre 2, le manoir vide. Aidan Pratt se réveilla dans un silence si complet qu'il avait l'impression de se noyer à l'envers. Au lieu de l'eau remplissant ses poumons, c'était le vide, vaste et suffocant, pressant contre lui de tous les côtés du lit king-size californien qui semblait soudain infini sans la chaleur des chats à ses côtés. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux qu'elle avait choisis, en soie ivoire avec le plus fin fil d'or les traversant quelque chose à propos d'apporter de la chaleur aux espaces froids, avait-elle dit. Il n'avait pas vraiment écouté à l'époque, trop occupé à examiner les projections trimestrielles sur sa tablette pendant qu'elle tenait des échantillons de tissu contre la fenêtre. Maintenant, dans la clarté brutale de sa gueule de bois et la clarté plus tranchante de ce qu'il avait fait, chaque détail qu'elle avait essayé de partager avec lui semblait désespérément important. Sa main pulsait d'une douleur qui n'avait rien à voir avec l'impact physique et tout à voir avec la sensation fantôme de sa joue contre sa paume. Il avait frappé sa femme. À sa fête d'anniversaire. Devant tous ceux qui comptaient dans leur cercle social et, plus important encore, devant la seule personne qui comptait le plus, Aisha elle-même. Le rire. Mon Dieu, ce rire. Il tournait en boucle dans son esprit comme un disque rayé, chaque itération révélant de nouvelles couches de signification. Pas amer, pas brisé. Libéré. C'est ce qui le terrifiait le plus. Elle avait ri comme quelqu'un qui venait de découvrir que la porte de sa prison avait été déverrouillée depuis le début. Il tendit la main vers son téléphone, cette bouée de sauvetage familière vers un monde qu'il pouvait contrôler, mais trouva à la place une note manuscrite sur son oreiller. L'écriture des chats, les boucles cursives qu'il avait autrefois qualifiées de charmantes mais désuètes, suggérant qu'elle devrait peut-être taper les choses importantes. Aidan, les déménageurs viendront à midi. S'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. J'ai laissé mon journal sur ton bureau, non pour une réconciliation, mais pour la compréhension. Tu n'as jamais été cruel, juste absent. Parfois, c'est pire. AD. Pas AP. Elle s'était déjà délestée de son nom, comme d'un manteau mal ajusté. Il trébucha hors du lit, ses pieds trouvant le sol en marbre froid qu'Aisha avait voulu couvrir de tapis persans. Pour la chaleur, avait-elle dit, mais il avait insisté pour garder les surfaces propres, minimalistes, contrôlées. La maison ressemblait à un mausolée maintenant, tout en arêtes vives et surfaces réfléchissantes renvoyant des versions de lui-même qu'il ne voulait pas voir. Son atelier non, sa salle de sport à domicile se tenait vide de sa présence, mais plein de son absence. Le tapis de course et les poids qu'il avait installés semblaient être des intrus maintenant, des envahisseurs corporatifs dans ce qui avait été son espace sacré. Mais là, dans le coin où le miroir rencontrait le mur, une traînée de peinture céruléenne demeurait, un fragment rebelle de couleur dans son monde monochrome. Il la toucha, et son doigt revint propre, séché depuis longtemps, probablement vieille de plusieurs années, un fossile de la femme qu'elle avait été. Le journal l'attendait sur son bureau comme une accusation reliée en cuir. Il le lui avait offert pour leur premier anniversaire, avec l'inscription « Pour tes pensées, AP ». Il l'ouvrit avec des mains qui tremblaient comme des feuilles d'automne, et son monde se déversa en mots aquarelles et marges griffonnées. Première année. Il dit que je ris trop fort. J'apprends à moduler. Le mariage est une question de compromis. Deuxième année. Aidan a suggéré que je saute le vernissage de la galerie. Il a raison, ces événements finissent si tard, et il a besoin de moi fraîche pour le dîner Henderson.
Mon art attendra. Troisième année. Je peins à 3 heures du matin maintenant. Le lever du soleil à travers la fenêtre de la cuisine transforme tout en or. Aidan dort pendant ce temps. Peut-être que c'est mieux. Ma joie semble trop grande pour la lumière du jour ces derniers temps. Quatrième année. Sophia est venue déjeuner aujourd'hui. Elle m'a parlé des voyages qu'il faisait, de la façon dont il regardait ses peintures. Elle peignait aussi, apparemment. Je me demande s'il lui a demandé d'arrêter aussi, ou si je suis spécial dans mon effacement. Cinquième année. Je suis en train de disparaître. Pas dramatiquement, pas d'un coup, mais pixel par pixel, comme une photographie s'effaçant à l'envers. Hier, je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où j'ai mélangé des couleurs juste pour voir ce qui se passerait. Aujourd'hui, Aidan m'a dit que j'avais l'air parfaite. Je voulais hurler que les choses parfaites sont des choses mortes, mais j'ai souri à la place. Je deviens excellente pour sourire. La dernière entrée datait d'hier, quelques heures avant la fête. La lettre d'acceptation est arrivée. Paris me veut. Mon ancien professeur a écrit que mon portfolio montrait une fin qui pourrait remodeler l'art contemporain. J'ai ri jusqu'à pleurer, puis pleuré jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Je vais le lui dire ce soir. Soit il me verra enfin, soit il me montrera qui il est vraiment. Dans tous les cas, je serai libre. Aidan posa le journal avec le soin de quelqu'un manipulant des explosifs. Son téléphone vibra. 43 messages, 18 appels manqués. Le conseil, les investisseurs, Sophia bien sûr son message n'était qu'un emoji champagne et un point d'interrogation. Mais rien des chats. La sonnette retentit. Ce n'étaient pas les déménageurs. Il n'était que 9 heures du matin. Il descendit les escaliers, chaque pas résonnant dans le vaste hall à propos duquel il s'était disputé. Elle voulait quelque chose de plus douillet. Il avait insisté sur la grandeur. Joseph et Grace Dean se tenaient à sa porte, les parents des chats, le regardant avec des yeux qui ne contenaient aucun pardon. Joseph Dean était un homme grand qui se tenait comme un roi, bien qu'il conduisît une Honda vieille de 15 ans. Grace se tenait à ses côtés, ses cheveux naturels formant une couronne argentée, sa posture suggérant qu'elle préférerait être n'importe où ailleurs mais qu'elle était la part de voir. Il ressemblait à ce qu'Esha deviendrait si on la laissait vieillir en elle-même au lieu de vieillir en Madame Pratt. « Nous sommes ici pour ces affaires, dit Joseph, sa voix de cette profondeur qui venait d'année à dire la vérité, que les gens veuillent l'entendre ou non. Les déménageurs. Commença Aidan. Nous les avons annulés, l'interrompit Grace, la première fois qu'elle l'interrompait en 5 ans. La vie de notre fille n'est pas quelque chose qui doit être manipulé par des étrangers. Nous prendrons ce qui compte. Vous pouvez garder ce que vous avez payé. Ils se déplacèrent dans sa maison comme des archéologues, récupérant des artefacts d'une civilisation perdue. Ils prirent ses peintures de l'entrepôt, manipulant chaque toile comme un trésor retrouvé. Ils prirent la boîte à couture de sa grand-mère, celle dont il avait suggéré qu'elle serait mieux au grenier. Ils prirent le jardin de succulentes qu'elle avait cultivé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, le seul signe de vie dans sa cuisine stérile. Elle a peint ceci la veille de votre mariage, dit Grace, tenant une toile qu'Aidan n'avait jamais vue, une femme se dissolvant dans la lumière, son visage détourné, mais son langage corporel suggérant soit un départ, soit une arrivée, il ne pouvait dire lequel. Elle allait vous la montrer, mais vous aviez cette conférence téléphonique, vous vous souvenez? Celle qui ne pouvait pas attendre. Il s'en souvenait. La fusion de Tokyo. Cela avait semblé si important à l'époque. Gabriel arriva alors qu'il chargeait le dernier carton, son jeune frère semblant débrailler et sentant le scotch malgré leur matinale. Bon sang, Aidan, dit Gabriel, regardant le démantèlement d'un mariage en carton. Tu l'as vraiment fait. Tu es vraiment devenu papa. Leur père, William Pratt, avait été un titan de l'industrie mort à son bureau, sa troisième femme, pas leur mère, le trouvant affaissé sur des papiers d'acquisition. Il avait réussi selon tous les critères qui comptaient pour Wall Street et échoué selon tous les critères qui comptaient pour les cœurs humains. Où est-elle? Demanda Aidan à son frère, sachant que Gabriel et Esha avaient maintenu une amitié malgré le découragement subtil d'Aidan. Quelque part où tu ne peux pas la suivre avec ton carnet de chèques, répondit Gabriel. Elle est avec Naomi, et avant que tu ne demandes, non, je ne te dirai pas où. Tu as besoin de t'asseoir avec ça, mon frère. Tu as besoin de ressentir ce que ça fait quand la chose que tu prenais pour acquise cesse d'exister. Joseph s'arrêta à la porte, le dernier carton dans les bras.
Nous l'avions prévenu, dit-il, pas méchamment, mais avec le poids d'une prophétie accomplie. Nous avons dit que l'argent ne pouvait pas acheter le respect, mais elle t'aimait. Elle croyait que tu la verrais, finalement. Il secoua la tête. Ce rire hier soir? Ce n'était pas un cœur brisé, fils. C'était la reconnaissance. Elle a finalement vu ce que nous voyons depuis le début. Tu es un homme qui collectionne de belles choses, mais qui ne sait pas comment les aimer. Après leur départ, Aidan resta dans son manoir vide, non pas vide de meubles, mais vide de son essence, qu'il réalisait seulement maintenant avoir été la chose qui en faisait un foyer. Son téléphone sonna. Le conseil. Pratt, nous devons discuter d'hier soir, dit Harrison Wells, le président du conseil, sans préambule. La vidéo circule déjà. Quelle vidéo? Quelqu'un a filmé. La gifle, son discours, ce rire. C'est sur les réseaux sociaux. L'image est problématique. Aidan trouva la vidéo en quelques secondes. Quelqu'un, il ne pouvait dire qui, avait tout capturé, du moment où Esha avait annoncé Paris jusqu'à sa sortie. Les commentaires étaient brutaux. Ce rire m'a donné vie. Elle est libre maintenant. La façon dont elle a dit merci après qu'il l'ait frappée. Iconique. Quelqu'un connaît son art. Je veux soutenir son travail. Il ressemble à tous les hommes qui viennent de réaliser ce qu'ils ont perdu. Mais ce fut le visage d'Esha dans la vidéo qui le détruisit. Au moment précédent la gifle, il y avait eu de l'espoir dans ses yeux. Elle le regardait vraiment, attendant de voir s'il la surprendrait, la soutiendrait, la verrait. La gifle avait éteint cet espoir, mais elle avait allumé autre chose, une joie féroce et incontenable d'avoir enfin la preuve de ce qu'elle soupçonnait depuis toujours. La maison gémissait autour de lui, s'installant dans ses fondations, et Aidan réalisa qu'elle n'avait jamais été leur maison. Elle avait été sa vitrine, et Esha avait été la pièce maîtresse, positionnée juste comme il faut, éclairée juste comme il faut, jamais autorisée à bouger de peur de perturber l'exposition. Il monta les escaliers vers leur chambre, sa chambre maintenant, et trouva une chose qu'elle avait laissée derrière elle. Son alliance, placée précisément au centre de son oreiller. Pas jetée par colère, pas cachée par dépit, mais placée avec le même soin qu'elle utilisait autrefois pour arranger des fleurs qu'il ne remarquait jamais. Pour plier ses chemises juste comme il les aimait. Pour l'aimer d'une manière qu'il avait été trop aveugle pour voir. Le rire résonna dans le manoir vide, rebondissant sur le marbre et le verre, ne trouvant aucune surface douce pour absorber sa vérité. Aidan Pratt, maître des acquisitions, capitaine d'industrie, l'homme qui avait bâti un empire en voyant des opportunités que les autres manquaient, s'assit sur son lit parfait, dans sa maison parfaite, et comprit enfin le coût réel de la perfection. C'était le son du rire d'une femme, s'éloignant libre. Chapitre 3, le spectacle de la séparation. La liberté, découvrit Esha, avait le goût du café bon marché à 6 heures du matin dans l'appartement exigu de Naomi, où les murs étaient assez fins pour entendre les rêves du voisin, et où le radiateur cliquetait comme un batteur de jazz ayant perdu le rythme. Et c'était la plus belle symphonie qu'elle eût entendue depuis des années. Elle se tenait à la fenêtre, regardant Harlem se réveiller en bas, ses mains enroulées autour d'une tasse ébréchée qui avait plus de caractère que toute la porcelaine fine du manoir Pratt. La lumière du matin frappait différemment ici, non filtrée par des traitements coûteux, mais brute et honnête, peignant tout dans des nuances de possibilités. Son reflet dans la vitre montrait une femme qu'elle apprenait encore à connaître, les cheveux spirulant librement dans leur état naturel, le visage nu du masque soigneusement appliqué qu'elle avait porté pendant 5 ans, la joue encore légèrement meurtrie mais la faisant paraître, d'une certaine manière, plus vivante que la perfection ne l'avait jamais fait. Tu peins encore avec tes yeux, dit Naomi depuis l'embrasure de la porte, vêtue d'une salopette éclaboussée de peinture qui ne coûtait rien et disait tout d'une vie vécue en couleur. Je peux toujours le dire. Tes doigts commencent à s'agiter. C'était vrai. Les mains d'Esha avaient commencé à bouger d'elles-mêmes, la mémoire musculaire de tenir des pinceaux revenant comme une langue maternelle qui lui avait été interdit de parler. Elle s'était réveillée à 3 heures du matin, le seul moment où elle avait été autorisée à être elle-même au manoir, mais au lieu de se glisser vers un coin caché, elle s'était installée directement dans le salon de Naomi, revendiquant l'espace comme une conquérante de sa propre existence. La peinture s'était déversée d'elle comme de l'eau brisant un barrage. La silhouette d'une femme se dissolvant dans le rire, chaque ave devenant un oiseau prenant son envol, leurs ailes faites de tous les mots qu'elle avait avalés au fil des ans. Elle l'avait intitulé simplement « Jourin ». Vivian de la galerie a appelé, dit Naomi, s'installant à côté d'elle avec son propre café, noir, fort, sans excuse.
Elle a vu la vidéo. Tout le monde a vu la vidéo. Elle veut discuter de représentation. La vidéo. Esha l'avait regardée une fois, ayant besoin de se voir de l'extérieur pour croire que c'était vraiment arrivé. Elle était là, annonçant Paris d'une voix qui devenait plus forte à chaque mot. Il y avait Aidan, son visage traversant les émotions comme un homme regardant son portefeuille boursier s'effondrer. Il y avait la gifle, presque délicate dans sa violence, et il y avait son rire, s'élevant comme un phénix des cendres de ce qu'elle avait été. Elle a aussi dit, continua prudemment Naomi, qu'Aidan appelle sans cesse, voulant acheter chaque pièce que tu as jamais exposée là-bas. Bien sûr qu'il le veut, dit Esha sans surprise. Il pense que tout peut être acquis, même la rédemption. Son téléphone, un nouveau, numéro inconnu du monde Pratt vibra de notifications. Son Instagram, dormant depuis 3 ans, Aidan pensait que les réseaux sociaux étaient inconvenants pour sa femme, avait explosé du jour au lendemain. Quelqu'un avait trouvé ses anciens travaux, les postant avec le hashtag le rire qui l'a sauvé. 30 000 nouveaux abonnés en 12 heures. Des messages de galeries, de collectionneurs, de femmes qui se voyaient dans son histoire. Mais ce fut un message qui l'arrêta net. Un simple SMS, d'un numéro inconnu qu'elle sut immédiatement être le sien. S'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons discuter de cela rationnellement. Rationnellement. Comme si leur mariage avait été un contrat commercial avec des termes à négocier. Elle l'effaça sans répondre, chaque glissement de doigt étant un petit acte de révolution. L'avocat veut nous voir aujourd'hui, dit-elle à Naomi. Les papiers de séparation. Tu es sûre d'être prête? Esha regarda sa peinture, encore humide, encore en train de devenir. Je suis prête depuis des années, j'avais juste besoin de la permission. Il s'avère que la seule personne qui pouvait me la donner, c'était moi. Les bureaux du cabinet d'avocat Williams et Associés occupaient un étage d'un immeuble qui respirait l'argent, tout en acajou et cuir, et ce genre de silence qui coûte un supplément. Esha arriva en jean et blazer, ses cheveux formant un nuage naturel qui semblait occuper l'espace d'une manière qui fit fixer la réceptionniste. Elle portait de la couleur de la vraie couleur, pas les tons sourds de Madame Pratt mais un jaune qui exigeait d'être vu. Et Aidan était déjà là, bien sûr, 15 minutes en avance comme toujours, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens. Il se leva quand elle entra, des manières que sa mère lui avait inculquées avant de fuir en Italie pour échapper à son père. Ses yeux allèrent immédiatement à ses cheveux, puis à ses vêtements, puis à l'absence de son alliance, cataloguant les changements comme un homme étudiant une peinture familière qui aurait été restaurée dans sa version originale. « Esha » dit-il, et elle l'entendit avaler son nom de femme mariée comme un médicament. « Aidan » répondit-elle, s'asseyant sans attendre qu'il tire sa chaise, une autre petite rébellion qu'elle vit s'inscrire dans ses yeux. Les avocats commencèrent leur danse de documents et de division, mais Esha les entendait à peine. Elle était trop occupée à regarder Aidan essayer de contrôler quelque chose qui refusait d'être contrôlé. Il avait apporté des fleurs et des roses blanches, chères et sans parfum, le genre qu'il commandait toujours pour les excuses. Elle trônait entre eux comme un drapeau blanc qui ne savait pas que la guerre était déjà terminée. « Mon client » commença l'avocat d'Aidan, un barracuda au costume impeccable nommé Morrison, est prêt à être généreux. Nonobstant le contrat prénuptial, Monsieur Pratt souhaite s'assurer que Madame Pratt. Mademoiselle Dean, l'interrompit Esha. J'utiliserai mon nom de jeune fille. Un muscle tressauta dans la mâchoire d'Aidan, le contrôle glissant pixel par pixel. Mademoiselle Dean, continua Morrison, consultant ses notes, sois à l'aise. Un règlement de 2 millions de dollars, la Mercedes, et... Je ne veux pas d'argent, dit Esha, sa voix tranchant le brouillard juridique comme la lumière du matin. Je veux récupérer mes toiles. Toutes. Celles dans l'entrepôt, celles qu'il a achetées avant notre mariage, celles que j'ai créées pendant. Je veux le piano de ma grand-mère qui est au grenier. Je veux ma liberté, complète et sans entrave. Il peut garder tout le reste. C'est ridicule, éclata Aidan, la première fissure dans son calme. Tu as droit à quoi? Esha se tourna pour lui faire face pleinement pour la première fois, et il tressaillit à ce qu'il vit dans ses yeux, non pas de la colère, mais de l'absence. L'évacuation complète du sentiment là où l'amour vivait autrefois. À la moitié des choses que je n'ai jamais voulu? À être acheté comme une autre acquisition? Je ne suis pas à vendre, Aidan. Je ne l'ai jamais été. C'est ce que tu n'as jamais compris. Elle se leva, sortant son propre dossier,
préparé par une amie avocate de Naomi qui travaillait pour une association à but non lucratif, et non dans cette tour d'or et d'avidité. Voici mes conditions, dit-elle, plaçant les papiers sur la table avec la même précision qu'elle utilisait autrefois pour placer son dîner juste comme il faut. Je ne veux rien de ce qui était à toi avant. Je ne veux rien de ce qui est devenu à nous pendant. Je ne veux que ce qui était à moi et que j'ai perdu en chemin. Signe, et je serai parti. Conteste, et je rendrai tout cela public d'une manière qui fera passer cette vidéo pour une lettre d'amour. Vous êtes émotive, dit Morrison, le sous-texte étant clair, dégoulinante comme du miel. Peut-être devrions-nous nous réunir à nouveau quand. Et Shari. Pas le rire transformateur de la fête, mais quelque chose de plus petit, de plus tranchant, un scalpel sonore qui fit reculer Morrison. Émotive, répéta-t-elle, goûtant le mot comme du vin. Oui, je le suis. Je ressens tout ce que je n'ai pas été autorisé à ressentir pendant 5 ans. La colère qui a un goût de cuivre. La joie qui donne l'impression de voler. La liberté qui sonne comme. Elle marqua une pause, sourit. Le rire. Et vous savez quoi? C'est magnifique. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta, regardant Aidan en arrière, qui restait figé, ses roses flétrissant entre eux comme des métaphores trop évidentes pour être ignorées. Tu signeras, dit-elle avec une certitude tranquille. Pas parce que tu m'aimes. Je ne pense pas que tu saches aimer quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Tu signeras parce que ton conseil d'administration est déjà nerveux, tes investisseurs chuchotent déjà, et Sophia tourne déjà comme un vautour en Versace. Tu signeras parce que me combattre signifie admettre que tu as eu tort, et tu préférerais perdre une femme plutôt que de perdre la face. Je t'aimais, dit Aidan, les mots tombant comme des pierres dans l'eau calme. Non, répondit Esha, la main sur la poignée. Tu aimais l'idée de moi. La belle épouse noire qui prouvait que tu étais progressiste. L'artiste talentueuse dont tu pouvais te permettre de satisfaire les rêves tant qu'ils restaient petits. La femme qui te faisait bien paraître au fait. Mais moi? La vraie moi qui peignait à 3 heures du matin, qui riait trop fort et pleurait devant les couchers de soleil? Tu ne l'as jamais vue. Elle partit alors, ses pas résonnant dans le couloir de marbre comme le conte à rebours d'une fin. Derrière elle, elle entendit Morrison demander à Aidan ce qu'il voulait faire, entendit le silence qui suivit, entendit le bruit de roses coûteuses balayées dans une corbeille. Dehors, Harlem l'embrassa comme une fille prodigue de retour. Elle passa devant des immeubles en grès et des bodgas, devant des enfants jouant à la marelle et de vieux hommes jouant au domino, devant la vie se déroulant dans toute sa gloire désordonnée et incontrôlée. Son téléphone vibra. Vivian de la galerie. Café demain? J'ai une proposition. Ton travail, ton histoire, ton moment. Nous pourrions créer quelque chose de révolutionnaire. Esha répondit par SMS, oui. Cette nuit-là, elle peignit jusqu'à ce que ses mains aient des crampes, chaque coup de pinceau étant un acte de réappropriation. La peinture montrait une femme signant son nom, non pas sur un certificat de mariage ou des papiers de divorce, mais sur sa propre peau, se revendiquant elle-même avec de l'encre faite de poussière d'étoiles et de force. Elle la posta sur Instagram à l'heure exacte où elle servait habituellement le dîner à Aidan. La légende disait, jour 3 du reste de ma vie. J'apprends que le contraire de disparaître n'est pas d'apparaître pour les autres, c'est d'apparaître pour soi-même. En 1 heure, il y eut 10 000 likes et des centaines de commentaires de femmes partageant leurs propres histoires de retour à la visibilité. Mais le commentaire qui comptait le plus venait d'un compte sans photo, sans abonnés, juste un nom, Aidan Monsieur Pratt. Il disait simplement, je te vois maintenant. Esha le lut, le considéra, puis bloqua le compte sans répondre. Certaines révélations arrivent trop tard pour compter, comme des roses sans parfum ou des excuses sans changement. Elle reprit son pinceau, le trempa dans le céruléen, la couleur de la traînée de peinture dans la salle de sport qui était autrefois son atelier et commença à peindre le lendemain qu'elle attendait d'avoir la permission de vouloir. Une permission qu'elle s'était enfin donnée à elle-même, signée d'un rire au lieu de larmes, témoignée par le monde, et absolument, irrévocablement contraignante. Chapitre 4, l'exposition d'art. 3 semaines après la gifle entendue dans tout le Upper East Side, Esha Dean se tenait au centre de la galerie Morrison, regardant sa douleur se transformer en catharsis pour d'autres, alors que des étrangers pleuraient devant ses peintures comme des pèlerins devant un sanctuaire dédié à chaque femme qui s'était un jour faite plus petite pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. L'exposition s'était montée avec la vitesse de la nécessité, comme une naissance qui ne pouvait attendre le moment parfait. Vivian Cross,
la propriétaire de la galerie qui avait regardé Escha disparaître pendant des années, l'avait intitulé Le rire qui m'a sauvé, prenant des libertés avec le hashtag viral, mais comprenant que le salut était toujours personnel, toujours au présent, toujours en train d'arriver, ici et maintenant, pour quelqu'un. L'espace de la galerie avait été transformé en une chronologie de la décomposition d'un mariage, chaque peinture accrochée chronologiquement comme une preuve dans un procès où le jury était composé de tous ceux qui avaient un jour aimé quelqu'un qui ne pouvait pas les voir. La soirée de vernissage avait été sur invitation seulement, mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et maintenant il y avait une queue autour du pâté de maison, femmes et hommes, jeunes et vieux, tous venus témoigner de ce à quoi cela ressemblait lorsqu'une femme se frayait un chemin vers elle-même à coups de pinceau. Le Times veut une déclaration, chuchota Vivian, apparaissant au coude d'Escha avec 2 verres de champagne qu'Escha savait qu'elle ne boirait pas. Elle voulait être complètement présente pour cela, sans tampon, sans adoucir les angles. Ma déclaration est sur les murs, répondit Escha, regardant une femme dans la soixantaine restée figée devant une peinture intitulée Dîner d'anniversaire pour un. Une table dressée pour 2 où un couvert se dissolvait lentement dans l'ombre tandis que l'autre flamboyait d'une lumière solitaire. Les peintures racontaient l'histoire mieux que les mots ne le pourraient jamais. Elles commençaient par premier rendez-vous, explosion de couleurs, 2 silhouettes dansant à travers un cosmos de possibilités. Puis venait jour de mariage, où les couleurs commençaient à s'assourdir, le visage de la mariée détourné du spectateur comme si elle cherchait déjà des sorties. Première année montrait une femme peignant dans un coin tandis que l'ombre d'un homme tombait sur sa toile, assombrissant tout ce qu'elle touchait. À la 3e année, la femme dans les peintures était devenue translucide, visible seulement comme un contour, comme si quelqu'un avait commencé à l'effacer par des traits soigneux et méthodiques. Mais c'était la série finale qui faisait halter les gens, qui leur faisait sortir leur téléphone pour capturer des images qui circuleraient sur Internet comme un évangile moderne de rédemption. Vérité de 3 heures du matin, une femme peignant dans l'obscurité, ses coups de pinceau créant leur propre lumière. La question, dès maintenant une lettre d'acceptation alors que tout autour d'elle retenait son souffle. Et enfin, la pièce maîtresse, la peinture que tout le monde était venu voir. Le rire. Elle l'avait peinte dans une fièvre de 3 jours, dormant à peine, mangeant peu, suivant le souvenir comme une carte vers un trésor enfoui. La peinture montrait le visage d'une femme au moment de l'impact, non pas la gifle, qui était reléguée à une simple ombre au bord du cadre, mais l'impact de la réalisation. Sa bouche était ouverte dans un rire, et de celle-ci ne coulait pas du sommet de la couleur, chaque nuance qui lui avait été refusée, chaque teinte qu'elle avait cachée, chaque ton qu'on lui avait dit être trop. Le rire devenait une rivière, une inondation, un déluge biblique de tout ce qu'elle avait contenu. Et en arrière-plan, à peine visible à moins de regarder de près, se trouvait l'ombre d'un homme se noyant dans l'art qu'il avait essayé de supprimer. Elle est estimée à 50 000, avait dit Vivian quand elle l'avait accrochée. Elle n'est pas à vendre, avait répondu Escha. Celle-là est à moi. Maintenant, debout dans la galerie, entouré de sa vérité rendue visible, Escha ressentait cette apesanteur particulière qui venait du fait de n'avoir plus rien à cacher. Elle portait du rouge ce soir, pas bordeaux, pas lit de vin, mais rouge comme du sang frais, comme des valentines, comme des panneaux stop. Ses cheveux étaient coiffés en une couronne de tresses qui ajoutait 8 cm à sa taille, et elle avait souligné ses yeux d'or qui captaient les lumières de la galerie comme une promesse de ne plus jamais être invisible. Il est là. La voix de Naomi coupa la rêverie d'Escha. Elle n'avait pas besoin de demander qui. Elle pouvait sentir la présence d'Aidan comme un changement de pression barométrique, ce poids particulier qu'il apportait à n'importe quelle pièce, la façon dont l'espace se réorganisait autour de son importance. Il se tenait juste à l'entrée, et pendant un instant, Escha le vit comme ses peintures devaient le voir, un homme confronté à la preuve visuelle de ses propres échecs, chaque toile un miroir renvoyant le mari qu'il avait réellement été plutôt que celui qu'il s'était imaginé être. Il portait du noir intégral, qu'il soit en deuil ou qu'il essaie de disparaître, elle ne pouvait le dire et son visage avait l'air creux de quelqu'un qui s'était nourri de regrets pendant 3 semaines d'affilée. Gabriel était avec lui, une main sur l'épaule de son frère comme pour l'empêcher de fuir ou d'avancer, Escha ne savait pas lequel. Ils commencèrent à se déplacer dans la galerie, et Escha suivit leur progression au chuchotement qui suivait, à la façon dont les conversations s'arrêtaient au milieu des phrases, à la façon dont les gens sortaient leur téléphone pour capturer ceci. Le gifleur, voyant la réponse de la giflée, accroché au mur pour la consommation publique. Elle le regarda s'arrêter à 2e année, l'atelier devient une salle de sport, qui montrait des fournitures d'artistes lentement remplacées par des équipements d'exercice, des chevalets se transformant en tapis de course, des pots de peinture se transformant en chaque protéiné. Sa main alla à sa bouche,
un geste qu'elle ne l'avait jamais vu faire, trop incontrôlé pour son répertoire habituel. À 4e année, performance de dîner mondain, il recula physiquement. La peinture dépeignait une femme jouant le bonheur à une longue table, son sourire si brillant qu'il projetait des ombres, tandis que son vrai moi était assis sous la table, les genoux ramenés contre la poitrine, les mains sur les oreilles, essayant de disparaître dans les plis de la nappe. Esha l'avait peinte après une soirée particulièrement brutale avec ses collègues, où on lui avait demandé de raconter cette histoire drôle sur le fait de grandir à Harlem 3 fois, comme si elle était un jukebox jouant la pauvreté pour le divertissement. Mais ce fut lorsqu'il atteignit la question que quelque chose en lui sembla se briser. La peinture montrait le moment d'avant, une femme tenant une enveloppe, son visage un champ de bataille entre l'espoir et l'expérience, tandis qu'un homme en arrière-plan vérifiait son téléphone, déjà absent avant même que la conversation ne commence. Et Idan la fixa si longtemps que les gens commencèrent à se rassembler, voulant voir ce qu'il avait transfixé. C'est lui, chuchota quelqu'un. Le mari. Oh mon Dieu, c'est lui. L'audace. Quelqu'un devrait appeler la sécurité. Mais Esha avait déjà commencé à marcher vers lui, la foule s'écartant comme si elle était Moïse et qu'ils étaient la mer Rouge des curieux et des sympathisants. Elle sentit chaque œil dans la galerie la suivre, tout le monde attendant de voir ce qui se passerait quand la femme qui riait rencontrerait l'homme qui l'avait frappée. « Tu es venu, dit-elle simplement, s'arrêtant juste hors de sa portée, une distance qu'elle calcula sans réfléchir, mémoire musculaire de 5 années à jauger ses humeurs par la proximité. « Je devais voir, répondit Idan, sa voix rauque comme s'il avait crié ou pleuré, ou peut-être les deux. Je devais comprendre. Et est-ce le cas? Elle fit un geste vers les murs autour d'eux. Comprends-tu? Il la regarda vraiment, peut-être pour la première fois depuis le jour de leur mariage, et elle le vit cataloguer les changements, la confiance dans sa posture qui la faisait paraître plus grande, la façon dont elle occupait l'espace maintenant sans s'excuser, l'absence du sourire prudent qu'elle avait porté comme une armure, la présence de quelque chose d'autre pas exactement du bonheur, mais la possibilité de celui-ci, ce qui était d'une certaine manière plus dévastateur. « Je vois ce que j'ai fait, dit-il lentement. Mais je ne comprends pas comment je ne l'ai pas vu pendant que ça arrivait. Parce que tu ne regardais pas, répondit Esha, pas méchamment mais avec le pragmatisme de quelqu'un énonçant les conditions météorologiques. Tu étais occupé à voir ce que tu t'attendais à voir, l'épouse reconnaissante, la partenaire appropriée, l'acquisition réussie. Tu n'as jamais été. Commença-t-il, mais elle leva la main. Si, je l'étais. Peut-être pas consciemment, mais oui. J'étais quelque chose que tu as acquis pour compléter un tableau. Le problème, c'est que j'étais une personne entière, pas une pièce de puzzle. Autour d'eux, les gens faisaient semblant de ne pas regarder tout en enregistrant tout sur leur téléphone. Ce moment aussi ferait partie de l'histoire, la confrontation dans la galerie, l'artiste face à son sujet, la rieuse rencontrant le gifleur parmi les preuves de leur union ratée. Les peintures, dit Idan, sa voix se brisant légèrement. Elles sont toutes vraies, n'est-ce pas? Chacune d'entre elles pointe, c'est ainsi que tu as vécu notre mariage. Oui. Il se dirigea alors vers la pièce maîtresse, le rire, et se tint devant elle tel un pénitent face à un autel. Sa main se leva comme pour l'effleurer, puis retomba inerte le long de son corps. 50 000, dit-il en lisant l'étiquette. Pas à vendre. 100 000. Ce n'est pas à vendre, et Idan. 200 arrête. Sa voix trancha à travers ces chiffres comme s'ils n'étaient rien ce qu'ils étaient, en vérité. Tu ne peux pas acheter ta sortie de cette situation. Tu ne peux pas acquérir ton absolution. Cette toile reste avec moi parce que ce moment reste avec moi. Le bon, le mauvais, et la vérité libératrice de tout cela. Je vois un thérapeute, offrit-il, comme s'il s'agissait d'une monnaie d'échange dans une transaction qu'elle n'avait jamais acceptée. Bien. Tu devrais en voir plusieurs. J'ai pris un congé de l'entreprise. C'est ton chemin, pas le mien. Je t'ai. Non. Cette fois, sa voix fut tranchante, définitive. Quoi que tu allais dire, ne le dis pas. L'amour ne se conjugue pas avec des excuses au passé ou des grands gestes au présent. L'amour, c'est l'ensemble des moments quotidiens que tu as manqués, la somme des regards que tu n'as pas posés. On ne peut pas aimer quelqu'un rétroactivement. Gabriel s'avança alors, doux et précautionneux. Nous devrions y aller, et Idan. Mais Idan n'en avait pas fini. Les papiers. Je les ai signés. Tout ce que tu as demandé.
Les tableaux, le piano, la liberté. Tout est à toi. C'était déjà à moi, répondit Esha. Tu n'en avais que la garde temporaire. Alors que les frères se tournaient pour partir, Aidan s'arrêta sur le seuil, jetant un dernier regard à la galerie remplie de gens venus voir ses échecs transformés en triomphe pour elle. Pour ce que ça vaut, dit-il assez fort pour que tout le monde entende, ce rire était la chose la plus honnête qui soit arrivée durant tout notre mariage. Je sais, répondit Esha. C'est pour ça qu'il m'a sauvé. Après son départ, la galerie sembla expirer collectivement. Les ventes se finalisaient, les interviews se demandaient, les photos se prenaient. Mais Esha se retrouva de nouveau debout devant le rire, le voyant non plus comme la fin de quelque chose, mais comme un commencement. Mademoiselle Dean, une jeune femme noire, peut-être 22 ans, se tenait à ses côtés, des larmes ruisselant sur son visage. Je voulais juste dire. Je me marie le mois prochain. J'ai des doutes, des petits, sur la façon dont il parle de mes rêves comme s'il s'agissait de loisirs, sur la façon dont il planifie notre temps, sur la manière dont j'ai commencé à me faire plus silencieuse. Je suis venu ici en pensant que je dramatisais, mais elle désigna les tableaux, ça pourrait être moi dans 5 ans, n'est-ce pas? Esha prit les mains de la jeune femme, sentant le poids du moment, la responsabilité d'être à la fois un avertissement et une inspiration. La seule question qui compte, dit Esha doucement, est celle-ci, te voit-il toi, ou voit-il celle qu'il a besoin que tu sois? Et si tu n'es pas sûr, peins-le, écris-le, chante-le, exprime-le d'une manière ou d'une autre, car la vérité surgit toujours dans l'art que nous créons quand personne ne regarde. La jeune femme hocha la tête, serra les mains d'Esha et sortit de la galerie, son téléphone déjà à l'oreille, entamant une conversation qui allait changer la trajectoire de sa vie. Vivian apparut avec une bouteille de champagne. Tous les tableaux sauf le rire sont vendus. Tu es officiellement une sensation. Le Times, le New Yorker, Art Forum. Tout le monde veut une interview. Mais Esha regardait son téléphone, un nouveau message de la résidence d'art de Marseille, nous avons suivi votre histoire. Votre place est toujours disponible, mais nous soupçonnons que vous n'avez peut-être plus besoin de nous. Vous êtes déjà devenu ce que nous espérions vous aider à découvrir. Elle rit alors non pas du rire qui l'avait libéré, mais d'un rire nouveau, plus petit et plus doux. Le rire de quelqu'un ayant appris que, parfois, la meilleure vengeance n'est ni le succès, ni l'argent, ni même la réhabilitation publique. Parfois, c'est simplement devenir exactement qui l'on a toujours été censé être, le peindre aux yeux du monde, et accrocher un panneau, pas à vendre, sur le moment où l'on s'est enfin choisi soi-même. Chapitre 5, les vies parallèles. Le printemps arriva à New York tel un pardon que personne n'avait demandé mais dont tout le monde avait besoin, peignant la ville de nuances de possibles qui donnaient même au béton l'envie de fleurir. Et en cette saison de renouveau, Esha Dean et Aidan Pratt vivaient dans la même ville mais dans des mondes différents, leur vie courant en parallèle comme des voies ferrées qui ne se croisent jamais, à moins que quelque chose ne les fasse dérailler toutes les deux. Esha s'éveillait chaque matin dans son nouveau studio à Bedford-Stuyvesant, un espace si exigu que son lit servait aussi de rangement pour ses toiles, mais si totalement ancien que chaque centimètre carré ressemblait à un territoire reconquis sur une force d'occupation. La lumière du soleil inondait des fenêtres qu'elle ne couvrait jamais, finit les rideaux de soie ivoire pour filtrer la réalité en quelque chose de plus acceptable. Elle avait peint un mur en bleu nuit et l'avait couvert de constellations dorées, une carte de tous les endroits où elle prévoyait d'aller maintenant qu'elle n'était plus amarrée à l'orbite de quelqu'un d'autre. Ces journées avaient adopté un rythme semblable au jazz, structuré mais improvisé, planifié mais ouvert à l'imprévu. Les matins étaient consacrés à l'enseignement de l'art aux enfants du centre communautaire à 3 rue de là, leurs visages s'illuminaient lorsque Miss Esha leur montrait comment mélanger des couleurs qui n'existaient pas avant qu'ils ne les créent. Les après-midi étaient pour son propre travail, des peintures qui gagnaient en audace chaque jour, comme pour rattraper des années de subtilité forcée. Les soirées apportaient d'autres aventures, des vernissages où les gens connaissaient son nom, des dîners où elle riait sans mesurer le volume sonore, des rendez-vous avec des hommes qui voyaient son art avant de voir sa beauté. Aucun ne restait plus d'une saison, et c'était très bien ainsi. Elle apprenait à être sa propre résidente permanente. À l'autre bout de la ville, dans le manoir qui tenait plus du mausolée que du foyer, Aidan Pratt découvrait ce qui se produit lorsque l'on retire le centre de quelque chose qui a été construit autour. Tout s'effondrait vers l'intérieur, telle une étoile mourante, laissant un trou noir qui consumait la lumière, le temps et toute tentative de fonctionnement normal. Il avait maintenu son congé de l'entreprise malgré les protestations du conseil d'administration, laissant Gabriel gérer les opérations quotidiennes pendant qu'il essayait de comprendre qui il était lorsqu'il n'était pas en train d'acquérir des choses. Le personnel de maison avait été réduit à la seule Célia,
la gouvernante qui travaillait pour sa famille depuis 20 ans, et qui le regardait désormais avec ce genre de pitié réservée aux gens ayant perdu quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment possédé. Ces journées avaient une structure, mais aucun sens. Thérapie à 9 heures avec le docteur Vivian Cross recommandé par Gabriel qui avait le don de poser des questions lui donnant l'impression d'opérer sur lui-même sans anesthésie. Sport à 11 heures, dans la pièce qui avait été l'atelier des chats, où cette traînée de peinture céruléenne demeurait comme le fantôme d'une couleur dans son monde monotone. Appel d'affaires dont il se moquait à 14 heures, puis la longue étendue de la soirée où il avait jadis une femme à ignorer, et n'avait désormais que l'écho de son absence. Il avait commencé à visiter des musées, chose qu'il n'avait jamais faite malgré les invitations constantes des chats durant leur mariage. « Tu aimerais la façon dont Basquiat utilise la couleur, disait-elle. Il y a un Rothko qui me fait penser à toi, avait-elle offert. Il avait toujours été trop occupé, avait des réunions, des appels, avait tout sauf du temps pour un art qui ne prenait pas de valeur financière. Maintenant, il passait des heures debout devant des toiles, essayant de voir ce qu'elle avait vu, essayant de comprendre la langue qu'elle avait parlé pendant qu'il était sourd à tout ce qui n'était pas marge de profit. C'est au Brooklyn Museum, un jeudi après-midi où la pluie avait poussé la plupart des gens à l'intérieur mais l'avait, lui, chassé de sa maison vide que leurs vies parallèles finirent par se croiser. Il la vit avant qu'elle ne le voie, et pendant un instant, il oublia comment respirer. Elle se tenait devant une toile de Kerry James Marshall, vêtue de jaune encore une fois. Elle semblait privilégier cette couleur désormais, comme pour compenser toutes ces années beiges. Ses cheveux étaient différents, coiffés en loques maintenant, et ornés de bagues dorées qui accrochaient les lumières du musée. Elle était avec un groupe d'enfants, sa classe du centre communautaire, et elle leur apprenait à voir. Regardez comment il utilise le noir, disait-elle, sa voix portant cette chaleur particulière réservée au partage de ce qu'on aime. Non pas comme une absence de couleur, mais comme la présence de toutes les couleurs. Le noir contient des multitudes, souvenez-vous de ça. Un petit garçon, peut-être 7 ans, tira sur sa manche. Miss et chat, c'est pour ça que tu ris quand tu es triste? Parce que ça contient des multitudes. Elle s'agenouilla à son niveau, et Aidan la regarda considérer la question avec le sérieux qu'elle méritait. Parfois, Marcus, rire et pleurer sont si proches qu'ils deviennent la même chose, comme des couleurs qui semblent différentes mais viennent de la même lumière. Comme toi et Monsieur Aidan. Le souffle d'Aidan se coupa. L'enfant savait pour lui, pour eux, pour cette histoire devenue propriété publique. Non, mon cœur, dit Esha doucement. Nous étions des couleurs différentes essayant de prétendre que nous étions les mêmes, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Elle se releva alors et l'aperçut. Leurs regards se croisèrent à travers 6 mètres de sol poli qui aurait tout aussi bien pu être un océan. Pendant un instant, aucun ne bougea, et les enfants, sentant quelque chose d'adulte et de compliqué, se turent. Elle ne s'enfuit pas, ne s'approcha pas, hocha simplement la tête comme on salue quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie, puis se retourna vers le tableau. Mais le garçon, Marcus, avait d'autres idées. Il marcha directement vers Aidan avec l'intrépidité des enfants qui n'ont pas encore appris que certaines distances sont faites pour être maintenues. « Êtes-vous l'homme qui a rendu Miss et chat triste » demanda-t-il, assez fort pour que tout le monde entende. Aidan s'agenouilla, croisant le regard de l'enfant. « Oui. » « Pourquoi ? » »« Parce que je ne savais pas voir les couleurs comme elle le fait. » Marcus réfléchit à cela. « Elle nous apprend. Peut-être qu'elle pourrait vous apprendre aussi. » Marcus, la voix des chats était douce mais ferme. Reviens dans le groupe. Mais quelque chose avait changé. Alors qu'elle rassemblait les enfants pour passer à la galerie suivante, elle marqua une pause près d'Aidan. « Tu as l'air différent, observa-t-elle, et il sut qu'elle cataloguait les changements comme il l'avait fait pour elle. La perte de poids qui faisait mal tomber son costume, la barbe de 3 jours qu'il n'aurait jamais permise avant, l'absence de téléphone dans sa main, comme un membre manquant. « J'essaie de l'être, répondit-il. « N'essaie pas d'être différent, dit-elle, et pendant un instant sa voix porta quelque chose qui n'était pas tout à fait de la chaleur, mais n'était pas du froid non plus. Peut-être de la reconnaissance, peut-être de la compréhension, peut-être juste la politesse de quelqu'un qui a un jour partagé ton lit et ne partage plus désormais que la même ville. Essaie d'être toi-même. Bien que je suppose que pour toi, ce soit peut-être la même chose. » Elle s'éloigna, les enfants suivant comme des canetons, leur voix résonnant dans la galerie alors qu'ils posaient des questions sur la couleur et la lumière, et pourquoi les adultes rendaient tout si compliqué. Mais une petite fille resta en arrière,
pressa quelque chose dans la main d'Aidan, un dessin sur du papier de carnet de musée, au crayon gras sur du papier bon marché, mais c'était le visage d'Aisha, riant, avec des mots d'une écriture enfantine soignée, « Miss Aisha, quand elle est libre ». Il resta là, tenant le dessin comme un homme tenant la preuve d'un crime qu'il a commis, les regardant disparaître dans la salle suivante. Puis il regarda de nouveau la peinture de Kerry James Marshall, essayant de voir ce qu'elle avait vu, essayant de comprendre le noir comme une présence plutôt qu'une absence. Cette nuit-là, dans son studio, Aisha peignit l'expérience de voir Aidan, traduisant la rencontre en couleur et en forme. Non pas un portrait de lui, mais de l'espace entre eux, la distance nécessaire qui permettait la perspective. Elle l'intitula Ligne parallèle et la publia sur Instagram sans légende, laissant l'image parler d'elle-même, 2 lignes de couleur autrefois tordues en un œillet, courant maintenant propres et séparées, et d'une certaine manière plus belles dans leur indépendance. À l'autre bout de la ville, Aidan était assis dans sa salle de sport qui avait été son atelier, le dessin de l'enfant scotché sur le miroir à côté de la traînée de peinture céruléenne. Il lisait les vieux livres d'art d'Aisha, ceux qu'elle avait laissés derrière elle, leur marge remplie de ses notes dans cette écriture en boucle qu'il avait jadis qualifiée de charmante et démodée. La couleur n'est pas une décoration, avait-elle écrit à côté d'un passage sur Rothko, c'est un langage, c'est du sens, c'est la chose elle-même, pas la chose décrite. Il pensa à l'appeler, à envoyer un message, aux millions de façons dont il pourrait essayer de s'insérer de nouveau dans sa vie. Au lieu de cela, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 5 ans de mariage. Il prit un pinceau. Non pas pour créer de l'art, il ne se faisait aucune illusion sur un talent soudain, mais pour comprendre le poids de l'objet dans sa main, la façon dont la peinture bougeait comme une possibilité liquide, la distance entre vouloir créer quelque chose et le créer réellement. Il peignit une ligne unique sur une toile. Tordue, incertaine, mais sienne. Cette nuit-là, tous deux se tinrent à leurs fenêtres respectives, regardant la même ville sous des angles différents. Quelque part entre eux, le printemps poursuivait son œuvre, transformer les choses mortes en choses vivantes, prouver que les fins ne sont que des débuts déguisés, et insister sur le fait que des lignes parallèles, bien qu'elles ne se rencontrent jamais, peuvent tout de même exister dans le même univers, faire partie du même grand tableau, même si elles ne se toucheront plus jamais. Le dessin de l'enfant resta sur le miroir d'Aidan, un rappel de ce à quoi ressemblait la liberté sur le visage de quelqu'un qui l'avait aidé à mettre en cage. Et dans l'appartement d'Aisha, la peinture des lignes parallèles séchait lentement, chaque brin de couleur maintenant son indépendance tout en reconnaissant l'existence de l'autre. Comme 2 personnes ayant appris que l'amour signifie parfois lâcher prise complètement, que le respect ressemble parfois à de la distance, et que la meilleure excuse pourrait être de simplement arrêter d'essayer de converger. Aucun des deux ne dormit bien cette nuit-là, mais pour des raisons différentes. Aisha parce qu'elle planifiait une nouvelle série sur les femmes qui se sont trouvées après avoir tout perdu, et Aidan parce qu'il commençait à comprendre que se trouver soi-même après avoir perdu quelqu'un pourrait être encore plus difficile que de les perdre en premier lieu. La ville bourdonnait autour d'eux, indifférente à leur drame personnel, et quelque part à Brooklyn, un petit garçon nommé Marcus dessina une autre image, 2 personnes debout de part et d'autre d'un tableau, regardant toutes deux la même chose mais voyant quelque chose de complètement différent. Il l'intitula, en lettres de crayon soignées, Comment les couleurs se séparent. Chapitre 6, l'anniversaire. Le 15 juin arriva vêtu d'une pluie hors saison, comme si l'univers lui-même se souvenait de ce que cette date signifiait et avait décidé de la marquer par le genre de temps qui force les gens à rentrer chez eux, à rentrer en eux-mêmes, à entrer dans des églises où ils avaient jadis fait des promesses qu'ils ne pouvaient tenir. Aisha n'avait pas prévu d'aller à Saint-Augustine. Elle s'était réveillée avec la ferme intention de traiter ce jour comme n'importe quel mardi, d'enseigner son cours du matin, de travailler sur sa nouvelle commande, de retrouver Naomi pour un verre où elle ne parlerait spécifiquement pas de la date. Mais ses mains avaient tremblé lorsqu'elle avait essayé de peindre, ses couleurs se brouillant comme ses émotions, et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle était dans le métro, en direction de l'église à Brooklyn où, 6 ans plus tôt, elle avait remonté l'allée dans la robe de sa grand-mère, croyant que l'amour pouvait suffire si l'on aimait juste assez fort. L'église était vide à 2 heures de l'après-midi, exactement comme elle l'avait espéré. La pluie martelait les vitraux, transformant la lumière intérieure en quelque chose d'aqueux et d'onirique. Elle avait apporté ses aquarelles de voyage, le set qu'elle emportait partout maintenant, comme un fumeur garde ses cigarettes, ayant besoin de sa dose de couleur chaque fois que la réalité devenait trop grise. Elle s'installa sur le dernier banc, celui où Naomi s'était assise pendant le mariage, assez loin pour tout voir, pour capturer toute l'histoire en un seul cadre. La peinture commença à émerger, le fantôme d'une cérémonie, des figures transparentes à l'autel, tout légèrement flou comme un souvenir dont on n'est pas sûr qu'il se soit réellement passé tel qu'on se le rappelle.
Je suis venue pour repeindre par-dessus le souvenir, dit-elle à voix haute à l'église vide, à Dieu s'il écoutait, à elle-même surtout. Pour le réviser. Pour le faire mien au lieu d'une autre. Elle était si absorbée par le travail, par la façon dont l'aquarelle saignait dans elle-même créant de nouvelles vérités à partir de vieux mensonges, qu'elle n'entendit pas la porte s'ouvrir, ne remarqua pas une autre présence jusqu'à ce qu'une ombre tombe sur sa peinture. Ne le fais pas, dit-elle sans lever les yeux, reconnaissant le poids particulier de son immobilité, cette façon qu'avait Idan d'occuper l'espace sans bouger. Quoi que tu sois sur le point de dire, ne le dis pas, laisse-moi finir ça. Il s'assit, non pas à côté d'elle, mais de l'autre côté de l'allée, à la même distance qui les séparait lorsqu'ils avaient prononcé leurs vœux. Elle continua de peindre, et il continua de regarder, et pendant 20 minutes, ils existèrent dans le même espace sans mots, ce qui était peut-être le moment le plus honnête que leur mariage ait jamais connu. Quand elle posa enfin son pinceau, la peinture montrait ce qu'elle avait voulu, un mariage effacé par la pluie, les couleurs coulant ensemble jusqu'à ce qu'on ne puisse plus dire où finissait la mariée et où commençait le fantôme. Elle la regarda, puis le regarda lui, puis revint à la peinture. C'est notre anniversaire, dit-il inutilement. Je sais. Je n'avais pas prévu de venir ici non plus. Je sais ça aussi. Il avait l'air différent de la fois au musée, 6 semaines plus tôt. Toujours mince, toujours mal rasé, mais quelque chose d'autre. Plus calme peut-être, ou juste résigné. Il portait un jean et un sweatshirt de l'université Columbia, des vêtements qu'elle ne lui avait jamais vus durant leur mariage. Il ressemblait à un étudiant, pas à un millionnaire, et d'une certaine manière, cela le rendait plus réel qu'il ne l'avait jamais été dans ses costumes. Dr. Cross, ma thérapeute. Elle appelle ça le syndrome de l'anniversaire, dit-il. Le corps se souvient des dates même quand l'esprit essaie d'oublier. C'est ce que tu essaies de faire? Oublier? Non. Il bougea et elle remarqua qu'il tenait quelque chose, une enveloppe Kraft, vieillie et soignée. J'essaie de me souvenir. De me souvenir vraiment, pas la version que je me racontais. Ils restèrent assis en silence, la pluie créant une section de percussion pour leur non-conversation. Finalement, Echari, pas du rire de la fête d'anniversaire, mais quelque chose de plus petit, de plus désabusé. Nous sommes nuls à ça, dit-elle. À quoi? À être divorcés. On est censé se détester, ou s'éviter, ou au moins ne pas finir dans notre église de mariage le jour de notre anniversaire comme des personnages dans un film que personne ne croirait. Je ne te déteste pas, dit Aidan doucement. Je sais. C'est peut-être pire. La haine serait plus facile. La haine a des contours nets. Ça, c'est juste. Elle désigna l'espace entre eux. Triste. Il se leva alors, traversa l'allée mais ne s'assit pas, posant simplement l'enveloppe sur le banc à côté de sa peinture. J'ai trouvé ça dans le grenier. Tes lettres. Celles que tu m'as écrites notre première année quand je voyageais pour la fusion à Tokyo. Je n'y ai jamais répondu correctement. Je voulais le faire, mais il y avait toujours un autre appel, une autre réunion, une autre. Une autre priorité, finit-elle. Oui. Elle regarda l'enveloppe mais ne la toucha pas. Pourquoi les apporter maintenant? Parce que je les ai enfin lus. Vraiment lus, pas le survol que je faisais avant. Tu essayais de me dire qui tu étais et j'étais trop occupé à essayer de faire de toi celle dont j'avais besoin. Il marqua une pause, passa sa main dans ses cheveux, un autre geste qu'elle n'avait jamais vu durant leur mariage. Trop incontrôlé. Il y en a une datée de notre premier anniversaire. Tu écrivais sur la façon dont la lumière du matin frappait le mur de notre chambre et comment cela te rappelait le tableau préféré de ta mère. Tu écrivais que tu voulais capturer cette lumière pour peindre notre histoire d'amour sur ce mur. Je t'ai répondu en parlant des rapports trimestriels. Esha prit l'enveloppe, sentit son poids. Des douzaines de lettres, son cœur déversé à l'encre, essayant de l'atteindre à travers des distances qui étaient plus que géographiques. J'étais si jeune, dit-elle doucement. 22 ans et si sûre que l'amour pouvait tout surmonter. Les différences culturelles, les différences de classe, la façon dont tu regardais à travers moi au lieu de me regarder. Je pensais que si je t'aimais juste plus fort, si je te peignais mieux, si j'existais plus magnifiquement, tu finirais par me voir. Tu étais magnifique, dit Aidan. Notre magnifique. Ce n'était jamais le problème. Non, convint Esha. Le problème, c'est que, magnifique, était tout ce que tu voyais. Comme si j'étais une peinture que tu avais acquise, précieuse, digne d'être exposée,
mais pas digne d'être comprise. Le tonnerre craqua au-dessus d'eux et ils levèrent tous deux les yeux vers les vitraux où des saints accomplissaient des miracles en tableau figé. « Je peux te dire quelque chose ?» demanda Aidan. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle hocha la tête. « Ce moment-là, quand je t'ai frappé. J'ai vu mon père. Pas métaphoriquement. Je veux dire, je l'ai réellement vu debout derrière toi, hochant la tête en signe d'approbation. Parfois, il faut leur rappeler qui commande, disait-il à propos de ma mère, de ses secrétaires, de quiconque oubliait sa place dans son monde. Et pendant une seconde, j'étais lui. Complètement lui. Ton rire ne t'a pas seulement libéré, il a brisé quelque chose en moi aussi. La partie qui était lui. Et maintenant ? Maintenant, j'essaie de comprendre qui je suis sans lui. Sans toi. Sans l'entreprise, vraiment. Je la vends. Esha se tourna brusquement. Tu fais quoi ? Je vends. Gabriel la veut, il est doué pour ça, c'est son rêve, pas le mien. Je n'ai jamais voulu diriger une entreprise, je voulais. Il s'arrêta, rit amèrement. Je ne sais même pas ce que je voulais. J'ai juste pris ce qui était attendu. Y compris moi. Non, dit-il fermement. Tu as été la seule chose que j'ai choisie. Je n'ai juste pas su comment te choisir chaque jour après ça. Je pensais que le mariage était le choix final, pas le début du choix. Ils restèrent assis avec cette vérité entre eux, lourde comme la pluie dehors. Esha reprit son pinceau, ajouta quelque chose à la peinture. Une silhouette unique s'éloignant du mariage en dissolution, solide et réelle, se dirigeant vers quelque chose hors du cadre. Je vais à Paris, dit-elle. La résidence. Je pars le mois prochain. Bien. Elle le regarda, surprise. Je suis sérieux, continua-t-il. C'est bien. Tu devrais y aller. Tu devrais peindre chaque lever de soleil à Montmartre et rire trop fort dans les cafés et être exactement qui tu es sans que personne n'essaie de te rendre plus petite. Que vas-tu faire ? Je ne sais pas, voyager peut-être, mais pas pour les affaires. Voir les musées que tu essayais de me montrer. Apprendre à cuisiner autre chose que des réservations. Découvrir s'il y a une personne sous toutes ses stratégies d'acquisition et ses marges bénéficiaires. Il se leva pour partir, puis se retourna. Puis-je te demander quelque chose ? Tu m'as déjà demandé quelque chose. Une dernière. Penses-tu que nous aurions pu réussir ? Si j'avais été différent ? Si je t'avais vu ? Esha considéra la question, regardant sa peinture de leur mariage qui se dissolvait, les lettres sur ses genoux, l'homme debout dans l'allée où il avait jadis promis de l'aimer et de la chérir. Je pense, dit-elle lentement, que nous étions une belle idée qui semblait parfaite sur le papier. Homme blanc riche. Femme noire talentueuse. Un conte de fées moderne pour une Amérique post-raciale qui n'existe pas. Mais les idées ne sont pas des relations. Le papier n'est pas la vraie vie. Et les contes de fées. Elle sourit tristement. Les contes de fées exigent une magie que nous n'avions pas, nous avions quelque chose, insista-t-il. Nous avions du potentiel, corrigea-t-elle. Mais le potentiel ne suffit pas si on ne le développe jamais. Il hocha la tête, comprenant enfin que certaines vérités ne pouvaient être négociées. Certaines affaires ne pouvaient être conclues. Certaines acquisitions échouaient parce qu'elles n'étaient jamais censées réussir. Alors qu'il marchait vers la porte, Esha l'interpella. Aidan. Il se retourna. Le tableau que tu essaies de faire. Oui, Gabriel m'a dit. N'essaie pas de peindre ce que tu vois. Peins ce que tu ressens. Même si c'est laid. Surtout si c'est laid. C'est là que vit la vérité. Il sourit alors, le premier sourire sincère qu'elle voyait de lui depuis des années. Est-ce ton conseil artistique professionnel ? Non, dit-elle en retournant à son aquarelle. C'est mon cadeau de divorce. Fait en bon usage. Après son départ, Esha resta dans l'église jusqu'à ce que la pluie cesse, finissant sa peinture. Lorsqu'elle se leva enfin pour partir, elle laissa les lettres sur le banc. Non pas oubliées, non pas jetées, mais relâchées. Comme des prières qui avaient déjà reçu « non » pour réponse. Dehors, le soleil perçait à travers les nuages, transformant les rues mouillées en miroirs. Elle marcha à travers Brooklyn portant sa peinture, encore humide, prenant soin de ne pas l'abîmer. Des gens la croisaient sur le trottoir, et certains la reconnaissaient. La femme qui avait ri.
L'artiste qui avait transformé la douleur en profit. L'ex-femme qui avait gagné en perdant. Mais Aisha ne se sentait aucune de ces choses-là. Elle se sentait comme ce qu'elle était. Une femme un mardi après-midi, portant la peinture d'un souvenir qu'elle était enfin prête à laisser sécher. Marchant vers un futur qui n'incluait pas l'homme qu'elle avait épousé, mais qui pourrait possiblement inclure la personne qu'il devenait. Cette nuit-là, elle posta la peinture en ligne avec une simple légende, année 6, révision terminée. En 1 heure, elle eut des milliers de likes et des centaines de commentaires. Mais celui qui comptait le plus vint d'un compte qu'elle n'avait finalement pas bloqué. Aidan Monsieur Pratt. Merci pour le cadeau. J'essaierai de le mériter. Elle ne répondit pas, mais elle ne l'effaça pas non plus. Certaines conversations étaient finies même lorsqu'elles n'étaient pas terminées. Certaines histoires s'achevaient même quand les personnages continuaient de vivre, et certains anniversaires valaient la peine d'être marqués précisément parce qu'ils marquaient la fin de leur célébration. Dans son manoir vide, Aidan se tenait devant une toile avec une ligne peinte unique, maintenant rejointe par une autre, et une autre. N'essayant pas de créer de l'art, mais essayant de se créer lui-même, un coup de pinceau incertain à la fois. Les lettres qu'elle avait laissées à l'église seraient peut-être trouvées par quelqu'un, ou jetées par le personnel de nettoyage, ou resteraient là pour toujours comme la preuve d'un amour qui avait tellement essayé d'exister qu'il avait oublié d'exister réellement. Quoi qu'il en soit, cela n'avait plus d'importance. Ils coloriaient tous les deux enfin en dehors des lignes qu'ils avaient tracées l'un pour l'autre. Chapitre 7, les mots de la mer. Isabella Pratt arriva à l'aéroport JFK par un matin de juillet si humide qu'on avait l'impression de respirer à travers du coton mouillé, traînant une unique valise derrière elle, telle une femme ayant appris à voyager léger après avoir passé 20 ans à fuir le poids d'un mariage qui avait failli tuer son esprit, sinon son corps. Elle n'avait pas dit à Aidan qu'elle venait. Ne l'avait pas dit à Gabriel non plus. La seule personne au courant était Aisha, qu'elle avait trouvée via Instagram à 3 heures du matin, heure de Rome, incapable de dormir après avoir vu la vidéo devenue virale, regardant son fils devenir son père en haute définition, regardant une autre femme rire pour gagner sa liberté de la façon dont Isabella avait jadis pleuré pour obtenir la sienne. Le message avait été simple. J'ai besoin de vous rencontrer. Pas pour lui. Pour nous. Pour la sororité des femmes qui ont survécu aux hommes Pratt. Maintenant, elle se tenait devant l'atelier d'Aisha à Bedford-Stuyvesant, une femme de 63 ans qui en paraissait 50, vêtue de lin couleur soleil d'après-midi, ses cheveux argentés et assumés, son visage portant des lignes qui parlaient de rire enfin gagné après des larmes pleinement pleurées. Elle frappa avec des mains qui avaient jadis joué du piano dans des conservatoires, peint dans des galeries, écrit de la poésie dans des journaux que William Pratt avait brûlés dans leur cheminée tout en expliquant que les passe-temps étaient inconvenants pour une épouse de son rang. Aisha ouvrit la porte en salopette éclaboussée de peinture, un pinceau encore à la main, de l'ocre jaune barrant sa joue comme une peinture de guerre pour une bataille déjà gagnée. Isabella, dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une reconnaissance. Les yeux étaient ceux d'Aidan, cette nuance particulière de gris qui pouvait paraître bleu sous certaines lumières, mais tout le reste était un territoire étranger, surtout le sourire qui semblait provenir de quelque part plus profond que la politesse sociale. Vous êtes plus grande que je ne le pensais, dit Isabella, puis elle rit. Mais bon, vous vous tenez droite. J'imagine que vous ne faisiez pas beaucoup ça avant. Sans demander, elle entra dans l'atelier, absorbant le chaos contrôlé de la création, les toiles empilées contre les murs, les tubes de peinture pressés jusqu'à la lie comme des possibilités consommées, les fenêtres grandes ouvertes pour laisser entrer la symphonie urbaine de sirènes, d'enfants et de vies se déroulant bruyamment. Du thé ? Offrit Aisha en désignant un coin qui servait de cuisine. Du vin, corrigea Isabella. J'ai apporté de l'italien, du bon, celui qui aide à faire passer la vérité. Elles s'assirent par terre lignées avec une seule chaise, occupée par une toile massive dépeignant des femmes riant sous un orage et Isabella sortit 2 bouteilles de son sac tel un magicien révélant ses secrets. J'ai vu la vidéo, commença-t-elle sans préambule, versant le vin dans les bocaux qu'Aisha lui tendit. J'ai vu mon fils vous frapper, je vous ai vu rire, ce rire. Elle prit une longue gorgée. J'aurais dû rire. Il y a 28 ans, quand William m'a frappé pour l'avoir contredit lors d'un dîner, j'aurais dû rire au lieu de m'excuser. J'aurais dû rire au lieu de couvrir le bleu avec l'anti-cerne qu'il m'a acheté le lendemain. J'aurais dû rire au lieu de tomber enceinte à nouveau, pensant qu'un deuxième enfant le rendrait plus doux. Vous êtes parti, pourtant, dit Aisha. Finalement. Après 15 ans. 15 ans à me réduire jusqu'à ce que je puisse me glisser à travers les fissures de son attention. Vous l'avez fait en 5. Vous êtes l'évolution, ma chère.
Je ne suis que l'histoire. Elle se leva, se dirigea vers les peintures d'Aïcha, les étudiant avec l'œil de quelqu'un qui comprenait le langage de la couleur. Elle s'arrêta devant une nouvelle pièce, la silhouette d'une femme remplie d'autres silhouettes de femmes, toutes marchant dans des directions différentes mais avançant d'une certaine manière ensemble. C'est nous, dit Isabella doucement. Nous toutes qui avons été mariées à des hommes qui nous collectionnaient comme de l'art qu'ils ne comprenaient pas. Quand avez-vous su, demanda Aïcha. Que vous deviez partir? Isabella se tourna et, pendant un instant, son visage composé se fissura, montrant la femme en dessous qui avait griffé son chemin vers la liberté, centimètre par centimètre. Le jour où Aidan a eu 13 ans. William lui apprenait à être un homme, sa version de la chose. J'ai entendu William dire à notre fils que les femmes étaient comme des entreprises, il fallait les gérer correctement ou elles devenaient sauvages, non rentables. Et Aidan, mon doux garçon, qui m'apportait des fleurs cueillies dans les jardins des voisins. Il a hoché la tête. Juste hoché la tête, comme si cela avait du sens. C'est là que j'ai su que je devais partir, mais il m'a fallu 2 ans de plus pour trouver le courage. Est-ce qu'il sait, Aidan? À propos de comment était vraiment son père? Il connaît les faits. Que William était contrôlant, que je suis parti, que le divorce a été brutal. Mais savoir et comprendre sont 2 pays différents avec des frontières fermées. Isabella retourna s'asseoir au sol, versa plus de vin. Parlez-moi de mon fils. Pas celui dont je lis les exploits dans les magazines économiques. Celui que vous avez épousé. Alors Aïcha lui raconta. L'homme qui avait semblé si différent de ce à quoi elle s'attendait lors de ce vernissage, comment il avait posé de véritables questions sur son travail. La lente dissolution, comme du sucre dans l'eau, douce au début puis simplement disparue. Les sessions de peinture à minuit et les excuses matinales pour avoir existé trop bruyamment. La fête d'anniversaire. La gifle. Le rire qui avait tout changé. Il est en thérapie maintenant, finit Aïcha. Gabriel dit qu'il essaie de changer. Ils essaient toujours après que vous soyez parti, dit Isabella avec la sagesse de l'expérience. Quand essayer ne leur coûte rien d'autre que l'effort d'essayer. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? L'interrompit Isabella. A-t-il essayé quand vous étiez là? A-t-il essayé quand essayer aurait signifié vous choisir plutôt qu'une réunion, votre art plutôt que son confort, votre plénitude plutôt que son besoin que vous soyez, moins? La vérité de ces mots s'installa entre elles comme une troisième présence. Dehors, quelqu'un jouait de la musique trop fort, les basses traversant les murs comme un battement de cœur. Je l'aime encore, admit Aïcha, se surprenant par cette honnêteté. Pas d'une façon qui veut son retour, mais d'une façon qui porte le deuil de ce que nous aurions pu être si nous avions été des personnes différentes. C'est l'amour le plus cruel, convint Isabella. L'amour du potentiel. J'ai aimé le potentiel de William pendant 20 ans. J'ai aimé l'homme qu'il pourrait être s'il essayait juste, s'il me voyait juste, si juste. Mais le potentiel n'est qu'un autre mot pour une déception en attente. Elle sortit son téléphone, montra à Aïcha des photos de sa vie à Rome. Un petit appartement donnant sur une place, des peintures couvrant chaque mur, son propre travail recommencé à 45 ans, un jardin où elle faisait pousser des tomates et du basilic. Un homme plus jeune, beau d'une manière terrienne, son bras autour d'elle dans une intimité décontractée. C'est Marco, dit-elle en souriant. Il est boulanger, n'a jamais fini le lycée, me fait rire tous les matins et voit mon art avant de voir mon vieillissement. William mourrait s'il savait. En fait, il est mort. Crise cardiaque à son bureau il y a 5 ans. Mais il mourrait une seconde fois. Je vais à Paris, dit Aïcha. La résidence où j'ai été accepté. Bien. Partez. Créez. Soyez si brillante qu'ils aient besoin de lunettes de soleil pour vous regarder. Isabella se leva, prête à partir, puis se retourna. Puis-je acheter ce tableau? Celui avec les femmes marchant dans différentes directions. Il n'est pas à vendre. Je paierai ce qu'il vaut pour vous, pas ce que dit le marché. Qu'est-ce qu'il vaut pour vous? Isabella réfléchit. La liberté, la reconnaissance, le savoir que je ne suis pas seule dans cette survie particulière. Aïcha emballa soigneusement le tableau. Alors il est à vous. Un cadeau d'une survivante à une autre. Isabella l'étreignit alors, féroce, maternelle et compréhensive tout à la fois. Il viendra vers vous, prévint-elle, quand il saura que j'étais ici. Il voudra savoir ce que j'ai dit, ce que vous avez dit, ce que cela signifie.
Ne le laissez pas ramener ma visite à lui. C'était à propos de nous. Après son départ, Esha resta dans son atelier, entouré par l'œuvre de sa liberté, pensant aux schémas et aux héritages. Aux hommes qui apprenaient à acquérir au lieu d'aimer, aux femmes qui apprenaient à rire au lieu de pleurer. Son téléphone vibra. Aidan, ma mère est à New York. T'as-t-elle contacté? Elle tape en retour, oui. 3 points apparurent, disparurent, apparurent de nouveau. Finalement, que voulait-elle? Esha pensa à toutes les façons dont elle pourrait répondre. La vérité, un mensonge, une dérobade. Au lieu de cela, elle envoya une photo de l'espace vide où le tableau avait été, le fantôme de celui-ci encore visible sur le mur. Prendre ce qui était à elle, écrivit-elle. Quelque chose que tu comprendrais. Les points apparurent de nouveau, mais aucun message ne vint. Bien. Certaines conversations n'avaient pas besoin de mots, tout comme certains mariages n'avaient pas besoin de durée, et certaines femmes n'avaient pas besoin de permission pour être libres. Cette nuit-là, de l'autre côté de l'océan, Isabella Pratt accrocha son nouveau tableau dans son appartement romain, juste là où la lumière du matin le frapperait. Elle ouvrit une bouteille de vin, la 3e de son sac, celle qu'elle avait gardée, et porta un toast aux femmes marchant dans des directions différentes, tout avançant. À Brooklyn, Esha peignit toute la nuit une nouvelle pièce inspirée par la visite d'Isabella, une mère oiseau apprenant à sa fille à voler en s'envolant la première. Elle l'intitula Héritage, et sut sans demander qu'Isabella comprendrait. Et dans son manoir de Manhattan, Aidan Pratt était assis dans le vieux bureau de son père, regardant des albums photos que sa mère avait laissés derrière elle en fuyant. Sur chaque photo, elle devenait plus petite, plus terne, moins présente, jusqu'aux photos finales où elle n'était plus qu'une ombre au bord des portraits de famille. Il pensa à l'appeler, à appeler Esha, à appeler quelqu'un qui pourrait lui dire comment réparer ce qui avait été brisé avant même qu'il ne soit né. Au lieu de cela, il fit ce que les 2 femmes avaient fait à leur manière. Il prit un pinceau et peignit sa propre dissolution, un trait imparfait à la fois, apprenant que parfois, la seule façon de briser un schéma est de se briser soi-même d'abord pour voir ce qui reste. Chapitre 8, le cours de danse. Le centre communautaire Riverside occupait un bâtiment qui avait été bien des choses, une banque dans les années 1920, un grand magasin dans les années 1950, abandonné dans les années 1980, et finalement renaissant comme un lieu où l'art et le mouvement entraient en collision dans des salles qui sentaient encore vaguement leurs vies antérieures, comme un vieux parfum dans une malle de grenier. Cela faisait 3 mois qu'Esha y enseignait, son cours d'art du mercredi soir pour adultes ayant oublié leur créativité s'enchaînant avec un cours de salsa qui laissait filtrer le rythme à travers les murs fins, telle une joie refusant d'être contenue. Elle s'était habituée à cette bande-son, peignant sur le rythme de la clave, les coups de pinceau de ses élèves se synchronisant inconsciemment avec la musique d'à côté. C'était le mois d'août, la ville transpirant sous une nouvelle vague de chaleur qui ralentissait tout le monde sauf les danseurs, qui semblaient générer leur propre système météorologique de passion et de percussion. Esha nettoyait ses pinceaux, son dernier élève parti, lorsque Magdalena, la professeure de danse, fit irruption par la porte comme une force de la nature, dans une robe rouge qui bougeait comme du feu liquide. « Esha, mi amor, j'ai besoin de toi », annonça-t-elle en saisissant les mains tachées de peinture d'Esha avec les siennes parfaitement manucurées. Mon assistant s'est cassé la cheville, les hommes et leurs besoins d'épater la galerie et j'ai une classe remplie de débutants qui ont besoin de partenaires. Tu danses, oui? Je peins, Magdalena, tu le sais. Tout le monde danse, certains ne le savent juste pas encore. Viens, juste pour ce soir. Tu pourras peindre la tristesse plus tard. Maintenant, on fabrique de la joie. C'est ainsi qu'Esha se retrouva dans le studio de danse, portant toujours son jean éclaboussé de peinture et son débardeur, entouré de miroirs qui lui renvoyaient l'image d'une femme qu'elle apprenait encore à reconnaître, quelqu'un qui occupait l'espace sans s'excuser, dont le corps bougeait sans demander la permission. Le cours était le mélange habituel du mercredi, réfugié du divorce, parents au nid vide, jeunes professionnels essayant d'être intéressants sur les applications de rencontres. Il se tenait en grappe maladroite, évitant le contact visuel, ce genre particulier d'inconfort adulte qui vient du fait d'être débutant en quelque chose. Ce soir, annonça Magdalena en frappant dans ses mains tel un général de flamenco commandant ses troupes, nous apprenons à faire confiance. La salsa, ce n'est pas des pas. La salsa est une conversation entre les corps. Vous devez écouter avec plus que vos oreilles. Elle commença à mettre les gens par paire, ses choix apparemment aléatoires, mais probablement orchestrés par un algorithme d'entremetteuse qu'elle seule comprenait. Esha aida à démontrer les pas de base, la mémoire musculaire de son enfance revenant.
Son père lui avait appris la salsa dans leur cuisine, sa mère chantant sur du Celia Cruz tout en remuant des casseroles qui bouillonnaient au même rythme. Elle ajustait la posture d'une femme plus âgée lorsqu'elle entendit la voix de Magdalena portée à travers la salle. Toi dans le coin, caché comme une ombre. Oui, toi. Tu danses avec. Elle marqua une pause dramatique, scannant la pièce, et Esha sut, avec la certitude de quelqu'un ayant appris que l'univers a un sens de l'humour tordu, ce qui allait se passer. Toi, tu danses avec Esha. Elle se tourna, et il était là. Aidan. Il avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans une réunion du conseil, un contrôle fiscal, en enfer même plutôt que dans un cours de salsa pour débutants, portant un pantalon chino et un t-shirt Columbia assombri par la sueur. Leurs regards se croisèrent à travers le studio, et pendant un instant, la musique sembla sauter comme un disque rayé. Il commença à parler, probablement pour expliquer, s'excuser ou fuir, mais Magdalena ne voulait rien entendre. Pas de paroles. Danser vaut mieux que les mots. Les mots mentent. Les corps disent la vérité. Alors ils se tinrent face à face, deux personnes qui avaient partagé un lit pendant 5 ans mais ne s'étaient jamais vraiment touchées. Pas comme ça, pas avec l'intention, l'attention et la gêne d'étrangers qui furent jadis tout l'un pour l'autre. Je ne savais pas que tu enseignais ici, dit-il doucement, sa main hésitant près de sa taille comme si elle demandait la permission. Je ne savais pas que tu dansais, répondit-elle en plaçant sa main dans la sienne, notant les callosités qui n'étaient pas là avant. La peinture, réalisa T.L. Il avait assez peint pour changer ses mains. Je ne danse pas. Mais le docteur Cross a dit que j'avais besoin de faire quelque chose de physique qui ne soit pas une question de contrôle ou de victoire. Quelque chose où je devrais suivre au lieu de mener. Et tu as choisi la salsa? Malgré tout, elle faillit sourire. L'homme qui classait nos épices par couleur a choisi la salsa? Gabriel l'a suggéré, il a omis de mentionner que tu enseignais à côté. Gabriel, dirent-ils à l'unisson. Et pendant un instant, l'exaspération partagée envers ce frère Meltou créa un pont entre eux, fin comme une toile d'araignée, mais présent. Magdalena lança la musique, quelque chose de lent pour les débutants mais avec assez de chaleur pour embuer légèrement les miroirs. Pas de basse d'abord. Les leaders, bien qu'on n'aime pas ce mot, nous préférons initiateurs vous suggérer. Les followers, bien qu'on préfère interprète vous décidez. Souvenez-vous, c'est une conversation, pas un monologue. Chapitre 9, la séance de vérité. Eden avança, Esha recula et, pour la première fois de toute leur relation, ils bougèrent ensemble. Ce fut maladroit au début, sa conduite à lui trop autoritaire, la résistance d'Esha automatique. Mais lentement, mesure après mesure, quelque chose bascula. Il assouplit sa posture, cessant de la forcer à traverser les mouvements. Elle arrêta d'anticiper ses erreurs pour commencer à écouter véritablement la suggestion de ses mains. Tu es différent, dit-il après qu'ils eurent réussi 8 mesures sans se marcher sur les pieds. Toi aussi. Et il l'était. L'Éden qu'elle avait épousé n'aurait jamais accepté d'être médiocre en public, n'aurait jamais porté un pantalon chino mal ajusté, et n'aurait jamais laissé quiconque le voir transpirer, au sens propre comme au figuré. Cet Éden la trébuchait, riait de lui-même, s'adaptait lorsqu'on le corrigeait et, quand Magdalena cria « Changer de partenaire », il la laissa partir sans essayer de la retenir. Elle dansa avec un facteur à la retraite qui lui parla de ses petits-enfants. Puis avec une jeune femme qui se mariait le mois suivant et voulait surprendre son fiancé. Ensuite, avec un homme d'âge moyen qui avait promis à sa femme mourante d'apprendre à danser après son départ. Mais elle continuait de suivre Eden du coin de l'œil dans les miroirs, le regardant lutter avec une femme qui en savait manifestement plus qu'elle ne le laissait paraître, le voyant naviguer dans cette position inconfortable de celui qui ne sait pas ce qu'il fait. Lorsque Magdalena appela un nouveau changement et qu'ils se retrouvèrent, il riait. Il riait vraiment de quelque chose que sa partenaire précédente avait dit. Madame Chen vient de me dire que je danse comme un robot en pleine crise d'épilepsie, dit-il. Le sourire sur son visage était si sincère, si loin des expressions calculées de leur mariage, qu'Esha sentit quelque chose se fissurer légèrement dans sa poitrine. Pas son cœur, elle ne permettrait pas que ce soit son cœur mais quelque chose d'adjacent. Elle n'a pas tort, répondit Esha en ajustant sa posture. Tu réfléchis trop. Arrête d'essayer de résoudre la salsa comme si c'était un problème mathématique. Tout est un problème si on le regarde sous le bon angle, ou rien ne l'est si on le regarde différemment. Ils dansèrent sur 3 autres chansons. À chaque morceau, la gêne diminuait, non pas remplacée par de l'intimité. Ce navire avait navigué,
heurter un iceberg et sombrer mais par autre chose. De la reconnaissance, peut-être. Deux personnes qui avaient été mariées à des étrangers apprenaient à se connaître pour la première fois. « Pourquoi es-tu vraiment là ?» demanda-t-elle lors d'un tour qui les rapprocha plus qu'il ne l'avait été depuis la gifle. La vérité ? Un concept nouveau pour nous, mais d'accord. Il resta silencieux pendant 8 ans complets, puis « J'essaie d'apprendre à ne pas être aux commandes. À répondre au lieu de diriger. À être présent dans mon corps au lieu de vivre dans ma tête. » Et il marqua une pause, la fit tourner vers l'extérieur puis la ramena. « J'essaie de faire des choses que William Pratt aurait préféré mourir plutôt que de faire. Et la salsa en est une. » De la salsa enseignée par une portoricaine dans un centre communautaire, au cœur d'un quartier qu'il aurait qualifié de malheureux. Il doit probablement se retourner dans sa tombe assez vite pour alimenter tout Manhattan en électricité. Malgré elle, et Shari. Pas le rire qui l'avait libéré, mais quelque chose de plus petit, de plus réel, le rire de quelqu'un reconnaissant la croissance de l'autre. « Je pars pour Paris dans 2 semaines, dit-elle, sans trop savoir pourquoi elle le lui disait. « Je sais, Gabriel l'a mentionné. Il a aussi dit que tu organisais une exposition d'adieu à la galerie. Comptes-tu venir ? Voudrais-tu que je vienne ? » Elle réfléchit à la question tandis que Magdalena criait des corrections en spanglish qui, étrangement, prenaient tout leur sens. « Je ne veux pas que tu ne viennes pas, dit-elle finalement. Ce qui, je le réalise, est une double négation, une grammaire terrible et probablement confus. C'est honnête, l'interrompit-il, ce qui est plus que ce que nous réussissions à faire d'habitude. Le cours se terminait. Les élèves remerciaient Magdalena, rassemblaient leurs affaires, retournant à des vies où ils n'avaient pas à confier leur équilibre à des inconnus. Esha commença à partir, mais Eden attrapa sa main pas pour la saisir, juste un effleurement, une question plus qu'une affirmation. « Je peux te dire quelque chose ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Ce rire. Ton rire à la fête. Je l'entends tous les jours. Mais plus d'une mauvaise façon, désormais. C'est comme un réveil qui me rappelle de me lever, d'être vraiment éveillé. Est-ce que ça a du sens ? » Oui, dit-elle simplement. Parce que cela en avait. Parce qu'elle comprenait ce que c'était de vivre avec des fantômes qui étaient en fait des professeurs, des blessures qui étaient en fait des portes. Elle le laissa là, dans le studio, encore en âge, encore en train d'assimiler, encore en train de devenir celui qu'il allait être. Mais alors qu'elle rassemblait ses fournitures d'art à côté, elle put le voir par l'embrasure de la porte, debout devant les miroirs, pratiquant le pas de base seul, comptant à voix basse, essayant d'apprendre le langage de la conduite en apprenant d'abord à suivre son propre rythme. Cette nuit-là, elle peignit 2 silhouettes en train de danser, mais elle se tournait le dos, dansant avec des partenaires invisibles, bougeant sur la même musique, mais dans des directions différentes. Elle intitula l'œuvre Mouvement parallèle et la publia sans commentaire. En quelques minutes, un commentaire apparut, signé Aidan Monsieur Pratt, même chanson, danse différente. Elle ne répondit pas, mais elle ne l'effaça pas non plus. Certaines conversations se déroulaient dans le mouvement plutôt que dans les mots, dans l'espace entre les pas, dans la confiance requise pour laisser quelqu'un d'autre suggérer une direction, même si l'on se réservait le droit de l'interpréter à sa manière. 2 semaines, puis Paris, puis une vie sans ces intersections accidentelles, sans ces moments où elle le voyait devenir quelqu'un qu'elle aurait peut-être aimé s'ils s'étaient rencontrés maintenant plutôt qu'avant. Mais c'était ça, le truc avec le timing. Il n'était jamais faux, juste inopportun. Ils s'étaient rencontrés quand ils étaient qui ils étaient, s'étaient mariés en tant que ces personnes, avaient divorcé en tant qu'évolution d'eux-mêmes, et dansaient maintenant, littéralement et figurativement, comme des étrangers connaissant les hontes les plus profondes de l'autre, mais tout de même prêts à partager un rythme, même s'ils ne partageraient plus jamais une vie. Magdalena la trouva alors qu'elle partait. « Cet homme, dit-elle en désignant le studio où Eden s'exerçait encore. Il te regarde comme si tu étais un tableau qu'il essaie de comprendre. » Il n'a jamais compris mes tableaux, répondit Esha. Non, convint Magdalena, mais peut-être qu'il apprend enfin à regarder. Le SMS de Gabriel arriva à 3 heures du matin, 3 jours avant l'exposition d'adieu d'Esha. Sophia passe à l'attaque. Réunion d'urgence du conseil vendredi à 19 heures. Elle a assez de voix. Tu dois être là. Eden le lut depuis son nouvel appartement, un 2 pièces à Brooklyn qu'il louait au mois, loin du manoir qui résonnait de fantômes. Les murs étaient nus, à l'exception de ses tentatives de peinture.
Des choses grossières qui ressemblaient aux rêves fiévreux d'un enfant, mais qui étaient les siennes, entièrement les siennes. Il était réveillé de toute façon, mélangeant des couleurs sur une palette, essayant de comprendre comment Esha avait vu le monde avec des teintes si vives alors que lui vivait en niveau de gris. Vendredi à 19 h. L'heure exacte du vernissage d'Esha, bien sûr. Il répondit, laisse-la faire. Son téléphone sonna immédiatement. La voix de Gabriel était tendue, épuisée. As-tu perdu la tête? C'est l'entreprise de notre père, ton entreprise. Elle va la vider, la vendre pièce par pièce comme une charogne. Bonne métaphore, appropriée même. Eden, je suis sérieux. Elle prépare ça depuis des mois. Depuis que la vidéo est devenue virale, elle convainc les investisseurs que tu es instable, que l'entreprise a besoin d'un sang neuf. Elle a Harrison Wells dans sa poche, et au moins 6 autres membres du conseil. Eden posa son pinceau, regarda la toile où il essayait de peindre ce à quoi ressemblait la honte, du rouge principalement, avec des veines noires courant à travers comme du poison. Sais-tu quels ont été les derniers mots de papa? Demanda Eden. Qu'est-ce que ça a à voir avec? Ses derniers mots ont été, vérifier le Nikkei. Il est mort à son bureau, et sa dernière pensée concernait les cours de la bourse japonaise. C'est pour cet héritage que tu veux que je me batte? Ce n'est pas à propos de papa. C'est à propos de ne pas laisser Sophia gagner. Ce n'est pas un jeu, Gabriel. Il n'y a pas de victoire. Il y a juste le choix du genre de personne que tu veux être quand tu te réveilleras demain. Silence à l'autre bout du fil, puis. Tu vas vraiment choisir son exposition d'art plutôt que l'entreprise. Je choisis d'arrêter d'être quelqu'un qui pense que c'est un choix. Il raccrocha, se retourna vers sa peinture. La honte était fausse, trop évidente, trop littérale. Il peignit par-dessus, laissant les couleurs s'embrouiller en quelque chose de brun et d'incertain. Mieux. La vérité était rarement claire. Dès le vendredi après-midi, les nouvelles économiques bourdonnaient. OPA hostile chez Pratt Industries. Sophia Winters tente un coup de force. Eden Pratt porté disparu alors que l'entreprise est en jeu. Son téléphone affichait 47 appels manqués, 123 messages non lus. Il l'éteignit, enfila le seul costume qu'il avait gardé. Pas les Italiens hors de prix, mais un truc de prêt-à-porter acheté dans un grand magasin, essayant d'apprendre comment les gens normaux faisaient leurs courses. La galerie Morrison était bondée quand il arriva, une file de gens attendant pour entrer. Il reconnut quelques visages de leur ancienne vie, des gens de la haute société venus autant pour le scandale que pour l'art. Mais la plupart étaient des inconnus, attirés par l'histoire des chats, par son travail, par l'expérience universelle de se libérer de la cage, quelle qu'elle soit, dans laquelle on vivait. Il resta dehors au début, regardant à travers la vitrine. Esha se déplaçait dans la foule comme la lumière à travers l'eau, portant de l'or pas des bijoux, mais la couleur elle-même, une robe qui lui donnait l'air d'avoir été trempée dans un coucher de soleil. Ses cheveux étaient relevés, révélant le cou qu'il avait embrassé 1000 fois sans vraiment le sentir, les épaules qui avaient porté plus de poids qu'il ne l'avait jamais reconnu. Tu entres, ou tu fais juste du harcèlement? Naomi se tenait à côté de lui, bras croisés, protectrice comme toujours. Elle ne l'avait jamais aimé, même pendant les bons moments, s'il y en avait eu. Peut-être avait-elle vu la fin dès le début. Je n'étais pas sûr d'être le bienvenu, admit-il. Tu ne le es pas, dit-elle sans détour, mais elle t'a laissé sur la liste, avec un plus un même, bien que je n'imagine pas qui tu aurais pu amener. Je suis venu seul. L'histoire de ta vie, n'est-ce pas? Il méritait ça, alors il hocha simplement la tête. Naomi s'adoucit légèrement, pas beaucoup, mais assez. Elle est différente maintenant, dit-elle. Pas meilleure, elle a toujours été bien juste plus. Plus elle-même, plus libre, plus tout ce qu'elle n'avait pas le droit d'être avec toi. Je sais. Vraiment? Parce que te pointer ici donne l'impression que tu essaies de t'insérer à nouveau dans son histoire. Ce n'est pas le cas, dit Eden, se surprenant lui-même par la vérité de ses mots. J'essaie juste d'être témoin de la fin, de voir ce qu'elle devient sans moi, de l'applaudir, même si ça fait mal. Naomi l'étudia un long moment. Tu as changé aussi. J'essaie. Et c'est plus fort, dit-elle, mais elle s'écarta pour le laisser passer. À l'intérieur, la galerie avait été transformée. Les tableaux n'étaient pas disposés chronologiquement, mais émotionnellement, créant un voyage de la captivité à la liberté que l'on pouvait parcourir comme un chemin de croix.
Mais c'étaient les nouvelles œuvres qui arrêtaient les gens net. Des peintures de Paris, déjà, bien qu'elles n'y soient pas encore allées. Des futurs imaginaires peints avec des couleurs qui n'existaient pas dans la nature, mais qui le devraient. Elle a peint cela cette semaine, dit Vivian Cross, apparaissant à son coude avec du champagne qu'il ne prit pas. Comme si elle était déjà là-bas dans son esprit, déjà partie. Tant mieux, dit-il sincèrement. À 19 heures précises, son téléphone vibra dans sa poche. La réunion du conseil commençait. Sophia portait probablement du rouge, sa couleur de pouvoir, se tenant en bout de table, cette table qui avait été la sienne, celle de son père, de son grand-père. Plaidant sa cause pour expliquer pourquoi Eden Pratt était inapte à diriger. Les autres hochant la tête, déjà décidés, le vote n'étant qu'une formalité. Il éteignit complètement son téléphone. « Mesdames et messieurs », lança Vivian en faisant teinter un verre, « notre artiste aimerait dire quelques mots. » Esha s'avança au centre de la pièce et la foule se tut comme si elle était un chef d'orchestre levant sa baguette. Elle le vit alors, debout au fond, et quelque chose traversa son visage. Pas de la surprise, réalisa-t-il. Elle savait qu'il viendrait, avait peut-être même compté dessus. Il y a 6 mois, commença-t-elle, sa voix portant cette force particulière qui vient du fait de n'avoir plus rien à perdre, j'ai ri pour sortir d'un mariage. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que j'avais enfin compris la blague. J'avais essayé de me peindre dans le tableau de quelqu'un d'autre au lieu de créer ma propre toile. Quelques personnes se retournèrent pour le regarder, le reconnaissant de la vidéo. Il garda les yeux fixés sur Esha. Ces tableaux, poursuivit-elle, ne parlent pas de vengeance, ni de colère, ni même de douleur, bien que ces émotions y soient présentes. Ils parlent du moment où vous réalisez que vous viviez en traduction, convertissant constamment vous-même dans une langue que quelqu'un d'autre peut comprendre, et où vous décidez de parler votre langue maternelle, même si personne d'autre ne connaît les mots. Elle parla de Paris, de nouveaux départs, des femmes qu'il avait contactées pour partager leurs propres histoires de résurrection. Elle remercia des gens à Naomi, Vivian, ses parents, même Isabella Pratt qui avait envoyé un mot de félicitation depuis Rome. Elle ne le mentionna pas, ce qui était exactement comme il se devait. Il ne faisait plus partie de cette histoire. Mais ensuite, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle se dirigea vers un tableau couvert au fond de la galerie, un qui n'avait pas encore été dévoilé. Cette dernière pièce, dit-elle, n'est pas à vendre. Elle s'appelle Pardon. Mais pas celui que vous pourriez croire. Pas le fait de lui pardonner, à lui. Ce n'est pas à moi de donner ou de refuser cela. C'est le fait de me pardonner à moi-même pour les années passées à devenir plus petite, plus silencieuse, moins. Pour les fois où j'ai peint en beige alors que je rêvais en violet. Pour chaque fois où j'ai ri poliment alors que je voulais hurler magnifiquement. Elle retira le drap et la salle eut le souffle coupé, collectivement. Le tableau montrait 2 silhouettes, mais elles n'étaient pas ensemble. Elles étaient aux côtés opposés de la toile, séparées par ce qui ressemblait à une rivière de couleurs. La silhouette de gauche se dissolvait, devenant partie intégrante de l'arrière-plan, sourde et prudente. Celle de droite explosait vers l'extérieur, les couleurs rayonnant comme une aurore boréale humaine. Mais ce qui fit se pencher les gens, ce qui leur fit sortir leur téléphone pour capturer l'image, c'était que les 2 silhouettes riaient. Des rires différents, l'un désespéré et piégé, l'autre libre et s'élevant, mais tous deux vrais. Ce qu'il y a avec la fin d'un mariage, dit Esha en le regardant directement maintenant, c'est qu'on ne quitte pas seulement une personne, on quitte une version de soi-même. Et parfois, cette version mérite de la compassion aussi, même si l'on ne pourra jamais redevenir elle. La salle explosa en applaudissements. Les gens l'entourèrent, la félicitant, achetant, célébrant. Eden resta où il était, regardant le tableau, comprenant enfin que le pardon n'était pas une question de réconciliation, mais de libération. Son téléphone vibra à nouveau. Gabriel. C'est fait. Elle a gagné. La boîte est à elle. Où bordel es-tu? Il répondit, exactement là où je suis censé être. Il commença à partir, c'était la soirée des chats, pas la sienne, mais elle apparut à son coude, tenant 2 coupes de champagne. Tu as choisi ceci plutôt que la réunion du conseil, dit-elle, ce n'était pas une question. Il n'y avait pas de choix, juste de la clarté sur ce qui compte. Sophia possède l'entreprise de ton père maintenant. L'entreprise de mon père, répéta-t-il. Jamais la mienne. Je la portais juste comme un héritage qui ne m'allait pas. Ils se tenaient ensemble, sans se toucher mais sans être séparés,
regardant les gens découvrir son travail, regardant son avenir se dérouler en temps réel. « Je suis fier de toi, dit-il doucement. Pas d'une façon possessive, pas en tant qu'ex-mari. Juste comme quelqu'un qui t'a vu devenir ceci, quelle que soit cette chose magnifique que tu es devenue. » Elle resta silencieuse un moment. « J'ai peint quelque chose pour toi. Pas sur toi, pour toi. » Elle le mena vers une petite toile dans un coin, à peine visible derrière des œuvres plus grandes. C'était abstrait principalement, mais il pouvait distinguer ce qui pouvait être une silhouette apprenant à marcher, ou à danser, ou simplement à se tenir debout. Les couleurs étaient incertaines mais pleines d'espoir, comme l'aube quand on ne sait pas s'il va pleuvoir ou faire beau. « Ça s'appelle commencement, dit-elle. C'est ce que tu fais maintenant. Commencer à être celui que tu es vraiment sous toute cette acquisition et cette ambition. Je ne sais pas encore qui c'est. C'est le but. Moi non plus, je ne savais pas. Mais regarde, elle fit un geste englobant la galerie, son travail, sa vérité rendue visible. Finalement, on finit par comprendre. Quelqu'un appela son nom, un collectionneur important, Vivian Mimel, s'il te plaît, viens par-dessus la foule. Esha commença à y aller, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, dit-elle, je pense que tu as fait le bon choix ce soir. Pas pour moi. Pour toi. Elle disparut dans la foule, happée par les conversations et les félicitations, son avenir s'ouvrant comme une fleur qui avait attendu la bonne saison. Eden resta un moment de plus, regardant le tableau qu'elle avait fait pour lui. Pas exactement du pardon, mais une reconnaissance. La reconnaissance qu'il essayait de devenir quelque chose de plus que le fils de son père, le PDG de son entreprise, ou son ex-mari. Dehors, la nuit d'été était épaisse d'humidité et de possibilités. Il marcha vers le métro, ignorant une notification du Wall Street Journal sur son téléphone. Rachat de Pratt Industries terminé, Sophia Winters nommée PDG. Il l'effaça sans la lire, puis fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie d'adulte. Il prit le chemin le plus long pour rentrer, marchant à travers Brooklyn qui s'animait en ce vendredi soir, regardant les gens vivre leur vie désordonnée, incontrôlée et belle. Dans une épicerie au coin de la rue, il acheta un carnet et un stylo. Assis sur un banc sous un réverbère, il commença à écrire. Pas un plan d'affaires ni une stratégie d'acquisition, mais des mots qui s'étaient accumulés en lui comme la vapeur dans une bouilloire. Des mots sur la honte et la reconnaissance, sur la différence entre posséder et aimer, sur le son du rire d'une femme résonnant dans un manoir vide. Il écrivit jusqu'à ce que sa main crampe, jusqu'à ce que le réverbère clignote, jusqu'à ce que la ville s'installe dans son calme de 2 heures du matin. Puis il marcha vers son appartement, vers ses peintures terribles, ses meubles loués, et sa vie qui ne consistait plus à gagner ou à perdre, mais simplement à être. La dernière chose qu'il écrivit avant que le sommeil ne vienne enfin, elle s'est pardonnée ce soir. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à faire de même. Chapitre 10, le second anniversaire. 1 an plus tard, Esha Dean se tient dans la même salle de bal du manoir Pratt où tout avait fini et commencé. Mais cette fois, elle possède l'espace d'une manière qui n'a rien à voir avec des titres de propriété ou des certificats de mariage. Elle le possède parce qu'elle a été invitée ici à la chute spectaculaire de Sophia Winters Pratt, et elle est venue vêtue du même jaune que celui qu'elle portait vers sa liberté. L'invitation était arrivée à son appartement parisien 3 semaines plus tôt, transférée par Naomi avec une note, « Tu dois voir ça ». À l'intérieur, une écriture élégante sur du papier crème, « L'honneur de votre présence est demandé au gala de liquidation de Pratt Industries. Célébrer la fin d'une ère. » Sophia, dans son orgueil démesuré, organisait une fête pour son échec. L'entreprise qu'elle avait complotée pour voler s'était effondrée en 11 mois, une implosion spectaculaire faite de mauvais investissements, de partenaires aliénés et de ce genre d'avidité qui se consume elle-même. Les membres du conseil qui l'avaient soutenu avaient fui comme des rats quittant un yacht en perdition. Harrison Wells faisait l'objet d'une enquête fédérale, et Sophia, dont la fortune familiale était liée aux actions de Pratt Industries, avait tout perdu. Elle célèbre vraiment sa faillite, chuchota Naomi à côté d'Esha. Toutes deux se tenaient à l'entrée de la salle de bal décorée comme si des funérailles et un mariage avaient eu un enfant élevé par des loups. L'illusion absolue. Mais Esha comprenait quelque chose que Naomi ne voyait pas. Ce n'était pas une célébration, c'était la dernière tentative désespérée de Sophia pour contrôler le récit. Si elle organisait la fête, elle n'était pas la victime. Elle restait celle qui faisait les choix, même si le seul choix restant était la manière de tomber. La salle se remplit de vautours vêtus de haute couture,
venu assister au dernier acte d'une tragédie qui avait commencé par l'ambition et finissait par des avis de vente aux enchères. Tout serait vendu la semaine suivante, le manoir, l'art, les meubles où Escha s'était autrefois assise en prétendant être moins qu'elle ne l'était. Puis Sophia apparut en haut des escaliers, portant la même robe rouge que lors de cette fête d'anniversaire 1 an et demi plus tôt, la nuit de la gifle. La robe tombait différemment maintenant, Sophia ayant perdu du poids comme le font les gens désespérés, devenant anguleuse là où elle était autrefois courbée, cassante là où elle était autrefois audacieuse. « Bienvenue !» lança-t-elle, sa voix portant cette brillance particulière de quelqu'un qui a choisi la folie plutôt que d'admettre la fin du patriarcat. Quelques personnes rirent nerveusement, la plupart se contentèrent de fixer. L'Empire Pratt, bâti sur le dos d'hommes amers et de femmes brisées, meurt officiellement ce soir, continua Sophia, descendant les escaliers avec une grâce exercée qui ne parvenait pas tout à fait à masquer le tremblement de ses mains. Et c'est moi qui l'ai tué. Moi. Pas le marché, pas la malchance, pas même ma propre incompétence, bien que cela ait joué un rôle. Elle rit, et c'était faux, comme un piano aux touches cassées essayant de jouer une chanson familière. Mais avant de danser sur cette tombe, je veux saluer quelqu'un de spécial. Quelqu'un dont le rire a déclenché tout ceci. Ses yeux trouvèrent Escha dans la foule. Eschadine, la femme qui s'est échappée. Monte ici, chérie, donnons aux gens ce qu'ils veulent, une confrontation entre l'épouse et la maîtresse. Je n'ai jamais été la maîtresse, dit Escha, sa voix portant à travers la salle silencieuse. C'était moi, l'épouse. Tu as toujours été le fantôme de notre mariage, l'étalon que je ne pouvais pas atteindre parce que j'étais réel et toi, tu n'étais qu'un fantasme. Elle marcha vers les escaliers et la foule s'écarta. Elle était différente de ce qu'elle était à la fête d'anniversaire, ni plus petite ni plus grande, juste complète. Paris l'avait dorée d'une confiance issue d'une année passée à être exactement qui elle était, célébrée pour cela, bien payée pour cela. Tu as raison cependant, continua Escha en gravissant les marches pour se tenir à côté de Sophia. Mon rire a commencé tout ceci, mais pas comme tu le penses. Elle se tourna pour s'adresser à la salle, ces gens qui l'avaient regardé se faire gifler sans rien faire, qui avaient mangé à sa table pendant qu'elle disparaissait, plat après plat. Il y a 18 mois, dans cette salle, mon ex-mari m'a frappé parce que toi, elle regarda Sophia, tu as suggéré qu'il ne pouvait pas me contrôler. Et j'ai ri parce que j'ai réalisé quelque chose de magnifique, je n'avais pas besoin d'être contrôlé. Je n'avais pas besoin de son argent, ni de son nom, ni de son approbation. J'avais besoin de peindre, de créer, d'être. Elle sortit son téléphone, montra une image à la foule, sa dernière exposition à Paris, à guichet fermé, décrite dans le monde comme une vulnérabilité révolutionnaire rendue visible. Ce rire m'a sauvé, m'a mené à Paris, à l'art, à moi-même. Mais toi, elle se tourna vers Sophia, tu pensais que gagner signifiait prendre son entreprise, son argent, sa vie. Tu pensais que l'opposé d'être contrôlé, c'était d'être le contrôleur. Le visage de Sophia changea, le masque se fissurant. J'ai gagné, j'ai tout pris de lui. Tu n'as rien pris. Escha dit doucement, presque avec pitié, parce qu'Eden avait déjà lâché prise, il est en Californie maintenant, le savais-tu? Il enseigne l'art-thérapie aux vétérans, vit dans un studio, sort avec une institutrice de maternelle qui le fait rire. Il m'envoie des tableaux parfois. Ils sont terribles, mais ils s'améliorent. Il est heureux, Sophia. Vraiment heureux. Ce n'est pas gagné, ça. Non, convainc Escha. C'est vivre. Quelque chose que tu n'as jamais appris à faire. La salle retint son souffle. Sophia leva la main, le même geste qu'Eden avait fait, prête à gifler. Mais Escha attrapa son poignet, doucement, fermement. Et puis Escha rit. Pas cruellement, pas triomphalement, mais avec une chaleur sincère. Oh Sophia. Tu essaies toujours de vivre dans ce moment-là, n'est-ce pas? La gifle, le pouvoir, le contrôle. Mais ce moment est fini. Il s'est terminé à la seconde où j'ai ri la première fois. Elle lâcha le poignet de Sophia, se tourna vers la salle. Vous êtes tous venus ici pour voir quelqu'un tomber, pour célébrer un échec, pour vous sentir supérieur à quelqu'un qui a visé trop haut et s'est écrasé. Mais regardez autour de vous. Vous êtes dans un manoir qui est mis aux enchères, buvant du champagne qui ne sera pas payé, célébrant la fin de quelque chose qui était déjà mort. Elle descendit les escaliers, s'arrêta en bas, leva les yeux vers Sophia qui restait figée, une femme en robe rouge n'ayant plus nulle part où tomber car elle avait déjà touché le fond et l'avait décoré de serpentins.
La vraie vengeance, dit Escha assez fort pour que tout le monde entende, ce n'est pas de prendre ce que quelqu'un d'autre a construit. C'est construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais imaginer. C'est devenir quelqu'un qu'il ne pourrait jamais être. C'est rire sur le chemin de la liberté et ensuite, être réellement libre. Elle traversa la salle de bal, passant devant le piano dont personne ne jouait, devant les fenêtres où elle avait autrefois regardé sa vie défiler, devant l'endroit où elle avait été giflée et où elle était renée simultanément. À la porte, elle se retourna une dernière fois. Sophia s'était effondrée sur les escaliers, la comédie finalement abandonnée, sanglotant avec le genre de chagrin qui vient quand on gagne le mauvais prix. Les invités partaient déjà, mal à l'aise face à une émotion véritable dans une pièce construite pour la performance. « Joyeux anniversaire à moi », dit doucement Escha. Car c'était son 29e anniversaire, et elle s'offrait le cadeau de quitter cette histoire pour de bon. Dehors, Naomi attendait avec une voiture, moteur en marche. L'aéroport. Alors qu'elle s'éloignait, Escha ne regarda pas le manoir en arrière. Elle avait appris que la liberté n'est pas ce que l'on laisse derrière soi, c'est ce vers quoi l'on avance. Et elle avançait vers Paris, vers des matins tachés de peinture, vers une vie où son rire était juste un rire, pas une révolution. Son téléphone vibra. Un SMS d'Eden, j'ai vu les nouvelles pour ce soir. J'espère que tu vas bien. Elle répondit, plus que bien. Libre. 3 points de suspension apparurent, puis, moi aussi. Enfin. Moi aussi. Elle effaça la conversation. Pas par colère, mais par achèvement. Certaines histoires ont besoin de fin, pas d'épilogue. L'avion décolla 3 heures plus tard, New York s'effaçant sous elle comme une robe devenue trop petite. Dans son sac, une toile vierge et de nouvelles peintures, prêtes pour ce qui viendrait ensuite. Elle rit, doucement, en privé, juste pour elle-même, à la pensée que la meilleure vengeance n'avait jamais été une vengeance du tout. C'était simplement devenir exactement qui elle avait toujours été destinée à être, et laisser tous les autres se débrouiller avec qui ils avaient choisi de devenir. Le rire qui l'avait sauvé résonna quelque part au-dessus de l'Atlantique, se dirigeant vers un avenir peint dans des couleurs qui n'avaient pas encore été nommées, dans une langue qu'elle apprenait encore à parler, dans une vie qui était enfin, complètement, brillamment la sienne.